Alors que le monde applaudit le passage sans encombre de Trié Atlas, le troisième voyageur interstellaire de l'histoire, un événement plus troublant se dessine discrètement dans l'ombre. Et on vient à peine de s'en apercevoir. Une comète explosive qui jaillit avec violence s'approche bien trop près de la trajectoire terrestre pour qu'on reste serein. Elle a échappé à nos télescopes jusqu'à ce que le Soleil lui-même la trahisse. Et le 20 octobre 2025, dans seulement 8 jours, elle atteindra son point d'approche le plus rapproché de la Terre. Qu'est-ce que ça implique pour nous ici-bas? Est-ce la véritable menace? Restez avec moi jusqu'au bout, et vous comprendrez pourquoi le danger réel n'a jamais été cette comète dont tout le monde parle, mais celle qu'on a failli complètement rater. Si ces énigmes vous captivent autant que moi, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien louper des développements en direct. Laissez un commentaire pour dire d'où vous suivez, quelle heure il est chez vous, et si vous pensez qu'on nous dit toute la vérité sur ces découvertes qui changent le monde. Et pour booster cette communauté, partagez cette vidéo sur X, Facebook, Reddit, ou même dans vos discussions de groupe. C'est grâce à vous qu'on peut continuer à traquer des histoires pareilles. Merci de nous soutenir comme ça. Première partie, la revendication du titre dès maintenant. Tout le monde s'agite autour de Trié Atlas. Les gros titres la qualifient de mystérieuse. Les réseaux sociaux s'enflamment de spéculations, et les astronomes se plient en quatre pour nous calmer en affirmant qu'elle ne présente aucun risque. Ils ont raison. Trié Atlas, ce vagabond venu d'au-delà de notre système solaire, va filer à proximité de la Terre à une distance rassurante de 1,8 unités astronomiques, soit environ 167 millions de kilomètres. La NASA l'a annoncé sans ambiguïté, aucun danger. Sa trajectoire reste bien éloignée, comme un touriste céleste qui passe et disparaît dans le néant. Alors pourquoi cette fascination? Parce qu'elle arrive d'ailleurs. Parce que le terme interstellaire évoque une magie qui nous fait zapper le concret. On adore l'invité exotique, l'étranger qui toque à la porte. On oublie de vérifier qui est déjà à l'intérieur. Pendant que le globe scrute Trié Atlas, un autre corps céleste glisse vers notre coin de l'univers. La comète C 2025 R2, baptisée Swan d'après l'instrument qu'il a repéré, se rapproche. Le 20 octobre 2025, dans 8 jours pile, elle arrivera à son plus près de la Terre. Pas à 1,8 unités astronomiques, ni même à une. Seulement 0,2606 unités astronomiques, à peu près 39 millions de kilomètres. C'est plus près qu'on ne l'imagine. Plus près que ce qu'on tolère habituellement pour des visiteurs non invités. Laissez-moi vous décrire sa forme. R2 a été découverte fin septembre 2025 par un astronome amateur nommé Vladimir Basugi, qui analysait des données d'un instrument de vent solaire embarqué sur la sonde SOHO. Il ne scrutait pas à travers un télescope. Il observait des émissions d'hydrogène briller en lumière ultraviolette. Ce n'est pas la méthode classique pour dénicher des comètes. D'habitude, les surveys optiques terrestres balaient le ciel en capturant des points faibles de lumière solaire réfléchie. Mais R2 leur avait échappé. Elle se camouflait dans l'éblouissement solaire, trop proche en séparation angulaire pour que les télescopes au sol la détectent. Ce truc s'appelle l'effet de zone aveugle Ulyszek ou LISH. Les objets là-dedans sont des fantômes. Ils sont là, mais invisibles jusqu'à ce qu'ils sortent du bois. R2 n'est apparu qu'après son périhélie, son point le plus proche du Soleil, le 12 septembre 2025. Quand on l'a enfin vue, elle repartait déjà vers nous. La distance au périhélie était d'environ 0,5 unités astronomiques, soit 75 millions de kilomètres du Soleil. Assez près pour griller les composés volatiles en surface, déclencher des éruptions et déstabiliser sa structure. Et c'est ce qui s'est passé. Fin septembre, les observateurs ont noté un éclat soudain. La comète a bondi en magnitude à environ 5,9 ou 5,6 selon les sources. Sa chevelure, ce nuage de gaz et de poussière autour du noyau, s'est gonflé. Les photos révélaient un halo verdâtre, marque des radicaux de carbone diatomique et de cyanogène qui fluorescent sous l'ultraviolet solaire. La queue s'étirait sur quelques degrés dans le ciel, visible aux jumelles si on savait où viser. Mais voilà le hic. On ignore encore la taille du noyau. On ne sait pas son état de rotation. On ne sait pas s'il s'est fissuré ou s'il va le faire. Les comètes sont des bêtes imprévisibles et explosives. Elles peuvent larguer des morceaux, se scinder en fragments, projeter des champs de débris le long de leur voie. Et si R2 fait ça, ces fragments dévieront un peu de la trajectoire principale. Ils s'éparpilleront. Ils formeront un nuage de possibles croisements avec l'orbite terrestre. La distance minimale d'intersection orbitale, ou moi, entre R2 et la Terre est d'environ 0,048 unités astronomiques. Ça fait à peu près 7 millions de kilomètres. À l'échelle cosmique, c'est une mèche de cheveux. C'est l'écart entre sécurité et peut-être pas tant que ça, selon ce qui va suivre. Je ne suis pas là pour vous dire que R2 va nous percuter.
Les calculs orbitaux actuels indiquent que non. Mais je suis là pour souligner que notre incapacité à la détecter plus tôt représente le vrai péril. On a mis en place un système de détection qui excelle pour les objets bien placés dans le ciel au bon la luminosité au bon moment. Mais si un objet se cache dans l'éclat du soleil ou surgit d'un angle imprévu, ou encore s'illumine abruptement après qu'on ait détourné le regard, on le rate complètement. C'est ce qui nous est arrivé avec R2, on ne l'a repéré qu'au dernier instant. Combien d'autres nous ont échappé pour de bon? Il ne s'agit pas de semer la panique. La panique ne sert à rien. Il s'agit plutôt de rester vigilant face à ce qui nous échappe presque toujours. Il faut comprendre que les menaces les plus redoutables ne sont pas celles qui font les gros titres. Ce sont celles qu'on ne détecte qu'il est trop tard. L'astéroïde 3 Atlas n'est qu'un leurre. C'est la main du magicien qui agite l'air pendant que le tour de passe-passe se produit ailleurs. R2, c'est le vrai tour. Voici donc notre plan d'action. D'abord, on va démonter cette diversion autour de l'astéroïde 3 Atlas et expliquer pourquoi il ne présente aucun danger. Ensuite, on plongera dans tout ce qu'on sait et tout ce qu'on ignore à propos de R2. On examinera les scénarios de risques hypothétiques, les traînées de poussière, les débris, les essaims de météoroïdes. On comparera cela à d'anciens passages rasants qu'on a à peine vu venir, des objets qui ont franchi nos défenses avec seulement quelques jours ou heures d'avance. Et on conclura sur ce que vous devriez surveiller, ce que vous devriez exiger des organismes chargés de traquer ces trucs, et ce qui se passe quand le système de détection flanche, parce qu'il flanche plus souvent qu'on ne le croit. Et quand ça arrive, l'intrus qui passe entre les mailles du filet n'est pas toujours celui qu'on guettait. Deuxième partie, les mécanismes de découverte. Pourquoi Swan l'a repéré alors que les relevés terrestres ont échoué? Les comètes sont généralement détectées par des sondages optiques du ciel. Des télescopes balaient la nuit à la recherche de points faibles qui se déplacent sur fond d'étoiles fixes. Ces points s'illuminent en approchant du Soleil. Leur glace se sublime et elles développent une queue. On pratique cela depuis des siècles. C'est une méthode fiable. Sauf quand elle ne l'est pas. La comète C 2025 R2 n'a pas été trouvée par un télescope optique. Elle a été repérée par un détecteur d'émission d'hydrogène embarqué sur une sonde en orbite autour du Soleil. Cet instrument s'appelle SWAN, acronyme de Solar Wind Anisotropy. Il fait partie de la mission SOHO, le Solar End Heliospheric Observatory, lancé en 1995. SWAN a été conçu pour cartographier le vent solaire en captant les émissions d'hydrogène Lyman alpha dans le spectre ultraviolet. L'hydrogène émet une lueur à une longueur d'onde précise de 121,6 nanomètres, invisible à l'œil nu mais intense en UV. Quand une comète libère de la vapeur d'eau par sublimation, cette vapeur se décompose en hydrogène et en oxygène. L'hydrogène se disperse en un nuage gigantesque autour de la comète, bien plus vaste que la chevelure visible. SWAN peut détecter ce nuage à des millions de kilomètres, même quand les télescopes optiques ne voient rien du tout. Ce n'est pas une prouesse inédite. SWAN a découvert des milliers de comètes durant sa vie opérationnelle. La plupart sont de petits objets effleurant le Soleil qui plongent dans son atmosphère et s'évaporent. Mais R2 n'est pas un effleureur solaire. C'est un visiteur venu des confins du système solaire, probablement du nuage d'Oort, qui frôle le Soleil avant de repartir au loin. Ce qui l'a rendu invisible au relevé terrestre, c'était sa position. Il était trop près du Soleil dans le ciel. La séparation angulaire était trop faible. Les télescopes au sol ne peuvent pas fixer le Soleil sans risquer d'être aveuglés. Il existe une zone autour du Soleil, un cône d'invisibilité où les objets disparaissent simplement de notre champ de vision. Les astronomes appellent cela l'effet Le Tec ou le point aveugle ou liche, selon la figure historique qu'on préfère honorer. Le principe reste identique. Les objets dans cette zone sont des fantômes. R2 a traversé son périhélie dans cette zone. Il a contourné le Soleil le 12 septembre 2025 à une distance d'environ 0,5 unités astronomiques, soit quelques 75 millions de kilomètres. Pendant des semaines avant et après, il était indétectable pour les sondages optiques. Quand il est sorti de l'éblouissement, il avait déjà passé son périhélie et filait vers le voisinage de la Terre. C'est à ce moment que Vladimir Bazuji, un astronome amateur, l'a repéré dans les données de SWAN. Il examinait des images archivées en ultraviolet à la recherche de la signature lumineuse de l'hydrogène. Il a déniché une masse mouvante, un nuage diffus qui changeait de position au fil du temps. Il l'a signalé. D'autres observateurs ont vérifié. La confirmation optique a suivi. La comète était bien réelle. Mais d'ici là, on avait perdu des semaines d'observation. On n'avait aucune info sur son comportement avant le périhélie. On ignorait comment elle s'était illuminée, si son orbite avait évolué, ou si elle avait déjà commencé à se fragmenter. Le biais de détection agit comme un filtre impitoyable. Les sondages optiques ont des limites de magnitude minimale,
des lacunes dans la couverture céleste, des interruptions dues à la météo et des zones d'éblouissement. Les instruments UV à hydrogène comme SWAN ont d'autres sensibilités, d'autres faiblesses. Ils peuvent capter des comètes que les télescopes optiques loupent, mais ils ne sont pas faits pour des relevés exhaustifs du ciel. Ce sont des outils spécialisés, et ces outils attrapent des proies particulières. Les retards de détection ont des conséquences graves. Les incertitudes orbitales sont plus grandes quand les observations sont rares. Il faut du temps pour affiner la trajectoire, mesurer les perturbations et intégrer les forces non gravitationnelles comme la dégazage. R2 a été découvert tardivement. Son orbite restait incertaine. Même des semaines plus tard, des incertitudes persistent. On sait approximativement sa trajectoire, mais approximativement n'est pas suffisant. En mécanique orbitale, la précision est primordiale. On a aussi raté les débuts d'activité. Les comètes jaillissent souvent près du périhélie, quand la chaleur solaire provoque une libération explosive de gaz volatiles. Si R2 a fait ça, on ne l'a pas observé. On ignore si elle a perdu de gros morceaux à ce moment-là. On ne sait pas si son noyau s'est fissuré. On ne connaît pas son état de rotation, qui influence sa rotation et ses oscillations sous l'effet des dégazages asymétriques. Toutes ces données sont perdues. On avance à tâtons pour anticiper le comportement d'un objet qu'on n'a commencé à surveiller qu'à mi-parcours de son spectacle. Ce n'est pas une faute d'astronomes isolés. C'est une limite inhérente à notre réseau de détection. On s'est focalisé sur certains types d'objets dans certaines zones du ciel. Quand quelque chose sort de ces critères, on le rate. Et on le rate totalement jusqu'à ce qu'un astronome amateur, ayant accès à un instrument spatial, repère par hasard une lueur d'hydrogène dans des données archivées. Combien d'autres comètes avons-nous manqué? Combien traversent le système solaire en ce moment? Invisibles parce qu'elles sont au mauvais endroit au mauvais moment. On ne le sait pas. On ne peut pas le savoir. C'est le souci. Ensuite, examinons ce que Terre 2 a vraiment fait depuis sa découverte. Les éruptions, les bizarreries, les anomalies structurelles qui font de cette comète bien plus qu'un simple caillou gelé. Troisième partie. Ce que Terre 2 a accompli concrètement. Permettez-moi de vous guider à travers la chronologie. Le 11 septembre 2025, Vladimir Basugi a repéré une source d'hydrogène mobile dans des images de SWAN. L'objet a été catalogué C 2025 R2, le R signalant la demi-période de découverte et le 2 indiquant qu'il s'agissait de la deuxième comète repérée alors. La confirmation optique a suivi rapidement. Des observateurs au sol ont pointé leur télescope vers les coordonnées et l'ont vu. Une tache floue, une chevelure luisant faiblement dans le ciel avant l'aube. La comète avait franchi son périhélie la veille, le 12 septembre, à une distance solaire d'environ 0,50347 unités astronomiques. C'est proche. Assez pour vaporiser la glace d'eau, le dioxyde de carbone, le méthane, l'ammoniac, tous les composés volatiles que les comètes transportent. Assez pour déclencher de l'activité. Et l'activité s'est manifestée fin septembre. Les observateurs ont signalé un éclat soudain. La comète a bondi en magnitude apparente. Certaines estimations la plaçant à 5,9, d'autres à 5,6. La magnitude est logarithmique. Donc, même un petit changement numérique équivaut à une hausse notable de luminosité. La chevelure s'est étendue. Des photos ont révélé un halo verdâtre autour du noyau. La marque des molécules de carbone diatomiques fluorescentes sous les ultraviolets. C'est typique chez les comètes. Les composés carbonés se sublimant du noyau, s'ionisent sous le rayonnement solaire et brillent en vert. Ça paraît extraterrestre, mais c'est seulement de la chimie. La queue a présenté des asymétries. Certaines images montraient des filaments, des jets étroits de matière s'éloignant du Soleil. Cela indique des dégazages localisés, sans doute issus de zones actives sur la surface du noyau. Les comètes ne sont pas homogènes. Ce sont des mosaïques de glace et de roches, avec des régions plus riches en volatiles que d'autres. À mesure que le noyau tourne, divers orifices s'exposent au Soleil, provoquant des sursauts d'activité. Le résultat, une queue qui change de forme, qui palpite, qui se divise parfois en plusieurs courants. R2 a exhibé tout cela. Les observateurs ont aussi noté une forte rétention de poussière. Habituellement, la pression de radiation solaire repousse les fines particules de poussière, formant une queue lisse. Mais si les grains sont gros ou collants, ils traînent, créant un nuage diffus qui s'étale lentement. R2 semble en produire beaucoup de grands. Ça a des conséquences. Des grains larges signifient que le noyau éjecte des blocs, peut-être des fragments, peut-être des écailles de surface se détachant sous le stress thermique. Si ces blocs sont assez massifs, ils pourraient perdurer comme objets autonomes, chacun avec sa propre orbite, et ces orbites pourraient s'écarter de celles de la comète mère, dispersant un champ de débris dans l'espace.
Une image particulièrement saisissante est apparue sur le site de l'image astronomique du jour le 18 septembre 2025. Elle montrait la chevelure verdâtre de R2 sur fond de ciel crépusculaire, avec la queue s'étirant vers le haut, loin de l'éclat du soleil caché. La comète restait près de l'horizon, dure à observer, mais indéniable. Des astrophotographes l'ont capturée, certains avec des jumelles, d'autres avec de petits télescopes. Les rapports décrivent la queue comme mesurant plusieurs degrés de long, un ruban spectral s'étendant dans le ciel. Mais voilà le hic. Les prévisions de luminosité pour les comètes sont infailliblement imprévisibles. Les comètes ne respectent pas de règles simples. Elles explosent. Elles s'estompent. Elles se brisent. Leur éclat dépend de la surface active qui sublime, ce qui repose sur la taille du noyau, sa composition, sa rotation et le chauffage solaire. On peut formuler des hypothèses éclairées, mais les comètes adorent nous dérouter. R2 est prévu pour atteindre la magnitude 4 dans des conditions idéales. Les prévisions indiquent que la comète C 2025 R2 pourrait atteindre une magnitude de 2, la rendant visible à l'œil nu depuis un site sombre. D'autres estimations plus prudentes tablent sur une brillance autour de 6, nécessitant des jumelles pour l'observer. Au 10 octobre 2025, sa magnitude rapportée avoisine 6,7, ce qui la place juste en deçà de la visibilité sans aide. Toute augmentation de luminosité dépendra d'une nouvelle éruption, mais rien ne garantit qu'elle se produise. Le noyau reste indistinct. Les télescopes ne captent que la chevelure, cette enveloppe luminescente de gaz et de poussière. Le cœur solide est enfoui au centre, trop minuscule et trop faible pour être isolé. On ignore sa dimension exacte. Des calculs basés sur la luminosité et l'activité évoquent quelques kilomètres de diamètre, mais ce n'est qu'une hypothèse. On ne sait pas non plus sa forme. Ni s'il s'agit d'un bloc unique ou d'un amas de fragments faiblement liés. Ni s'il s'est déjà fissuré. Certaines comètes se brisent discrètement, perdant des morceaux sans flambée spectaculaire. On ne s'en aperçoit qu'après, en imagerie haute résolution de la chevelure, révélant plusieurs noyaux distincts. C'est spéculatif, mais pertinent à mentionner. L'éruption de fin septembre pointe vers des réservoirs internes de composés volatiles. Une pression s'est accumulée à l'intérieur et a explosé brutalement. Peut-être de la glace de monoxyde de carbone qui se sublime violemment. Ou des poches d'eau glacée souterraines exposées subitement au rayonnement solaire. Ou encore une défaillance structurelle, une fissure libérant des gaz. Quoi qu'il en soit, cela s'est produit une fois. Cela pourrait recommencer. Et si cela survient au mauvais moment, près de la Terre lors d'une fragmentation, les débris formeront un nuage que nous pourrions traverser. Passons maintenant aux chiffres concrets, aux données orbitales précises, aux distances, vitesses et configurations qui distinguent la curiosité d'un risque potentiel. Quatrième partie, chiffres durs et vérification orbitale. Voici la géométrie. La comète C 2025 R2 suit une trajectoire quasi parabolique autour du Soleil. Son excentricité orbitale est de 0,99 936 929, très proche de 1 sans l'atteindre. Une valeur exacte de 1 correspond à une parabole, courbe ouverte, pour un objet arrivant de l'infini et repartant vers l'infini. Un peu en dessous de 1 désigne une ellipse très allongée, une orbite s'étalant sur des dizaines de milliers d'années. Celle de R2 présente un demi-grand axe d'environ 798 unités astronomiques. Ainsi, son point le plus éloigné, l'aphélie, se situe bien au-delà de la ceinture de Kuiper, dans les profondeurs du nuage d'Oort. La période orbitale est estimée à 22 554 ans. Cette comète a dernier foulé le système solaire interne à la fin du Paléolithique, époque où les humains décoraient des grottes et traquaient des mammouths. L'inclinaison orbitale est d'environ 4,47 degrés. C'est l'angle entre le plan orbital de la comète et l'écliptique, celui de l'orbite terrestre. 4,47 degrés est faible. La plupart des comètes de l'Oort arrivent avec des inclinaisons raides, plongeant depuis des directions aléatoires. R2 est presque coplanaire avec les planètes. Cela simplifie les prévisions de trajectoire, mais implique aussi plus de temps dans le plan écliptique où évolue la Terre, augmentant ainsi les probabilités de rapprochement. Le périhélie, point le plus proche du Soleil, a eu lieu le 12 septembre 2025 à 0,50 347 unités astronomiques, soit environ 75 millions de kilomètres, juste à l'intérieur de l'orbite de Vénus. À cette distance, le chauffage solaire est extrême. Les températures de surface peuvent grimper à plusieurs centaines de degrés Celsius. La glace d'eau se sublime vite. Les volatiles gazéifient. Le noyau éjecte poussière et gaz à un rythme effréné. C'est là que les comètes s'illuminent, deviennent fériques, mais aussi instables. À présent, elles s'éloignent du Soleil, traversant le chemin orbital terrestre.
Le 20 octobre 2025, elle atteindra son rapprochement maximal avec la Terre. À 0,26065 unités astronomiques, soit près de 39 millions de kilomètres. Cela équivaut à 100 fois la distance jusqu'à la Lune. À l'échelle humaine, cela paraît immense. À l'échelle cosmique, c'est un quasi-effleurement. Mais le chiffre clé est la distance minimale d'intersection orbitale, ou MOD, le plus petit écart géométrique entre les orbites terrestres et cométaires, sans tenir compte du timing. Pour R2, ce MOD vaut environ 0,048 unités astronomiques, soit 7 millions de kilomètres. Imaginez les deux orbites tracées dans l'espace. La plus courte distance entre elles est de 7 millions de kilomètres. C'est l'écart minimal. Si la comète et la Terre se trouvaient au mauvais endroit au mauvais moment, cet écart pourrait tomber à zéro. Mais ce n'est pas le cas. La solution orbitale actuelle indique que le 20 octobre, la Terre et R2 seront séparés par 39 millions de kilomètres. La comète passera au large, et nous serons en sécurité. Les modèles l'affirment, les calculs aussi. La NASA n'émet aucune alerte. Pas d'avertissement d'impact. Alors pourquoi en parler encore? Parce que les solutions orbitales ne sont pas infaillibles. Elles reposent sur des observations, et celles-ci comportent des incertitudes. Plus on accumule d'observations, plus c'est la meilleure solution possible, mais R2 a été repéré tardivement. Nous disposons de moins d'observations que nous le souhaiterions. L'orbite est assez bien définie, sans être idéale. De légères perturbations, les forces non gravitationnelles dues à la dégazage, les variations dans la rotation de la comète ou sa répartition de masse. Tout cela peut dévier la trajectoire de façon minime. Un décalage de quelques milliers de kilomètres n'affecterait guère le noyau parent, mais il pose un vrai problème si la comète a éjecté des fragments. Ces fragments peuvent s'écarter les uns des autres. Si R2 est fissuré ou divisé en morceaux, ces derniers auront des vitesses un peu différentes. Au fil du temps, ils s'étaleront le long de l'orbite pour former un courant de débris. Plus le fragment est gros, moins il s'éloigne. Les petits morceaux, comme les grains de poussière ou les graviers, peuvent se disperser largement. Et si la Terre traverse ce courant de débris, on observera une hausse d'activité météoritique, peut-être une averse de météores, ou pire encore. La luminosité actuelle est de magnitude 6,7 au 10 octobre 2025. C'est plus faible que les prévisions ne l'annonçaient, mais rien de surprenant. Les comètes s'estompent en s'éloignant du Soleil. La vraie interrogation porte sur une possible flambée de R2. Si cela arrive, si elle s'illumine soudain, cela indiquera une activité reprise, peut-être une fragmentation, ou une nouvelle émission de composés volatiles, modifiant ainsi le niveau de risque. Une image aide à y voir clair. Figurez-vous le Soleil au milieu. L'orbite terrestre forme un cercle autour, à environ 150 millions de kilomètres de rayon. Celle de R2 trace une ellipse allongée, venant des confins du système solaire, frôlant le Soleil avant de repartir. Les deux trajectoires se croisent, mais pas en même temps. La comète franchit le point d'intersection en octobre, la Terre y passe des mois après. L'écart est à la fois spatial et temporel. Tant que ça tient, on est tranquille. Mais les comètes ne se laissent pas prévoir aisément. Elles ne respectent pas un horaire de train. Elles vacillent, se brisent, larguent des bouts, et ces bouts ne collent pas au chemin du corps principal. Ils dérivent, s'épandent, et surgissent parfois quand on s'y attend le moins. Ensuite, parlons du cadre des observations, du spectacle public, des diversions, et de l'impact des médias sur nos priorités. 5e partie. Le théâtre à court terme, les vues, le chevauchement médiatique et les distractions collectives. Octobre s'annonce chargé dans le ciel. La comète C 2025 R2 approche de son périhélie terrestre, culminant vers le 20 octobre. Mais elle n'est pas seule. Une autre, C 2025 à 6 Dite-le-Mont, gagne aussi en éclat et devient observable dans l'hémisphère nord à peu près en même temps. Deux comètes, toutes deux accessibles aux astronomes amateurs, effectuant leurs passages les plus rapprochés à quelques jours d'intervalle. C'est un événement. C'est inhabituel. C'est ce qui pousse les gens à lever les yeux. Et puis il y a l'essème d'Orionides. Les Orionides atteignent leur maximum chaque année autour du 20 à 21 octobre, quand la Terre traverse la traînée de débris de la comète Halley. Oui, Halley, la célèbre, qui revient tous les 76 ans. Même éloignée, sa piste persiste. Un flux de poussière et de fragments glacés étalés sur son chemin. Chaque octobre, la Terre coupe ce flux et les particules percutent l'atmosphère à 70 km par seconde. Elles s'incinèrent, produisant des traînées lumineuses, des météores. Les Orionides génèrent habituellement 10 à 20 météores par heure au pic, parfois davantage. Ce n'est pas une tempête majeure, mais c'est régulier. Ainsi, la nuit du 20 octobre 2025, deux comètes brilleront dans le ciel avec un essaim météoritique à son apogée.
Le firmament sera animé. Les médias le seront aussi. Les passionnés d'astronomie inonderont les réseaux sociaux d'images. Les journaux diffuseront des articles sur ce balai céleste. C'est l'occasion idéale pour capter l'intérêt du public. C'est aussi le moment parfait pour détourner l'attention. Car pendant que tout le monde admire les Orionides, que les photographes du ciel immortalisent les deux comètes, que les gros titres vantent la splendeur et le mystère de l'univers, peu soulèveront les questions épineuses. À quelle distance réelle est R2? Quelle est sa marge d'erreur? A-t-elle éclaté? Suyons les débris. Que se passe-t-il en cas d'imprévu? Le Washington Post a relaté l'événement des comètes jumelles, soulignant que Terre 2 et le Mont seraient visibles aux observateurs munis de jumelles ou de petits télescopes. Ils ont insisté sur le caractère exceptionnel, la grâce, l'opportunité de contempler deux comètes ensemble. Ils n'ont pas mis l'accent sur la proximité. Ils n'ont pas évoqué la MOD. Ils n'ont pas abordé le risque de fragmentation. Ce n'est pas un reproche. C'est simplement le fonctionnement de la vulgarisation scientifique. Le spectacle attire, l'évaluation des dangers non. Et voilà Trié Atlas, l'intrus interstellaire, qui continue de monopoliser les unes malgré son passage à 1,8 unités astronomiques, une distance sans danger objectif. Les médias adorent Trié Atlas car c'est énigmatique. Il provient d'un autre système stellaire. Il est rouge, ou peut-être vert selon les mesures. Il mute de teinte, ou paraît le faire, ce qui est étrange. Les astéroïdes ne font généralement pas ça. Il a suscité des théories sur une origine artificielle. Les théories sur ses origines extraterrestres, sur des sondes aliens ou des signaux cryptés dans sa trajectoire, tout cela semble improbable, mais c'est captivant. C'est le genre de récit qui fait cliquer et qui se propage comme une traînée de poudre. Pendant ce temps, R2, le visiteur plus proche, avec son orbite imprécise et son passé d'éruption, reçoit une attention bien plus modeste. Il paraît moins mystérieux. C'est un habitant du système solaire, vraisemblablement issu du nuage d'Oort. Aucune connotation interstellaire ici. Ce n'est qu'une comète de plus. Sauf que ce n'en est pas une ordinaire. C'est une comète qu'on n'a repérée qu'au dernier moment, presque collée à nous. Une comète qui s'est dissimulée dans l'éclat du Soleil et n'a réapparu qu'après son périhélie. Une comète qui pourrait se désintégrer et qui risque encore de le faire. Une comète dont la MOD est de 7 millions de kilomètres, ce qui reste franchement trop juste. L'opinion publique se laisse guider par l'originalité. Triatla est inédit. R2 ne l'est pas. Du coup, Triatla accapare les gros titres, tandis que Terre 2 relègue au rang de notes de bas de page. Or, ces notes de bas de page peuvent se révéler périlleuses. Elles masquent souvent ce qui compte vraiment. Il faut tout de même tempérer. Les comètes ne sont pas des actrices fiables. Elles s'illuminent de façon imprévisible. Elles s'estompent sans crier gare. Elles se brisent sans préavis. Les prévisions ne sont que des estimations basées sur des comportements antérieurs. Mais chaque comète est unique. R2 pourrait briller jusqu'à la magnitude 4 et offrir un spectacle visible à l'œil nu. Elle pourrait s'affaiblir à la magnitude 8 et s'effacer du ciel. Elle pourrait se scinder en morceaux, générant un champ de débris. Ou bien elle ne fera rien de notable et regagnera discrètement les confins du système solaire, oublié d'ici un an. On l'ignore. Ce qu'on sait, en revanche, c'est que ce n'est pas une alerte d'impact. La solution orbitale actuelle indique que Terre 2 frôlera la Terre à 39 millions de kilomètres. Pas assez pour une collision, mais suffisant pour d'autres soucis. Suffisant pour des interactions avec des débris. Suffisant pour une hausse du flux météoritique. Suffisant pour que, en cas de fragmentation imprévue, des fragments dévient vers des trajectoires croisant la nôtre. Voilà l'essence du risque cosmique. Ce n'est pas du noir ou du blanc. Ni sûr, ni fatal. C'est probabiliste, incertain, truffé de variables imprévues. Et notre système de détection, ce réseau de télescopes et d'enquêtes qu'on compte pour nous alerter, n'est pas taillé pour les imprévus. Il gère les objets prévisibles sur des orbites stables. Quand survient l'inattendu, un astre tapi dans la lumière solaire, un soudain éclat ou une perte de fragments, le système patine, et nous avec. Allons plus loin maintenant. On va examiner les quasi-manques passés, ces astéroïdes qui ont rasé la Terre sans qu'on s'y attende, ces échecs de détection plus fréquents qu'on ne le croit. Partie 6. Des études de cas. Des astéroïdes repérés juste avant ou après leur survol. Au début de 2025, un astéroïde baptisé 2025 TF a frôlé la surface terrestre à environ 400 km. 400 km. C'est plus près que la Station spatiale internationale. Plus près que la plupart des satellites. À l'intérieur de l'altitude orbitale, de nombreux équipements spatiaux. Et on ne l'a pas anticipé avant qu'il soit quasiment là. 2025 TF est modeste, sans doute quelques mètres de diamètre seulement.
À cette échelle, même en percutant l'atmosphère, il se serait consumé en une boule de feu éclatante, sans dégâts au sol. La météorite de Chelyabinsk en 2013 mesurait 17 à 20 mètres de large et a explosé en altitude avec une puissance de plusieurs centaines de kilotonnes de TNT. Elle a brisé des vitres, blessé plus de 1000 personnes, mais sans former de cratère. 2025 TF était plus petit. Ça aurait été un feu d'artifice céleste, point final. Mais l'enjeu n'est pas la taille. C'est le délai de détection. On ne l'a vu qu'au tout dernier instant. Il a survolé l'Antarctique, l'une des zones les plus isolées de la planète, où peu d'observateurs veillent. S'il était arrivé quelques heures plus tôt ou plus tard, si sa trajectoire avait légèrement varié, il aurait pu passer au-dessus d'une région habitée. Et on n'aurait eu aucun avertissement. Ce n'est pas un cas isolé. Ces dernières années, plusieurs petits astéroïdes n'ont été découverts que des jours, des heures, voire des minutes avant leur point d'approche minimal. Certains ont été repérés après coup. Ils ont rasé la Terre, invisibles à nos relevés, et on ne les a remarqués qu'en repartant. Cela arrive car notre réseau de détection a ses faiblesses. Les télescopes ont des seuils de luminosité minimaux. Les petits objets sont ternes. S'ils viennent du côté du Soleil, ils échappent à la vue. À grande vitesse, ils traversent le ciel trop vite pour les scans automatisés. S'ils sont sombres, à faible albédo, ils renvoient peu de lumière et se fondent dans le décor. Ce biais de détection n'est pas qu'un concept abstrait. C'est un dysfonctionnement concret et observable. On rate des objets. Souvent. Et on ne s'en rend compte que quand quelqu'un, par chance, scrute le bon coin du ciel au bon moment et détecte un mouvement. Les retombées sont plus graves qu'on ne l'imagine. Oui, la plupart des petits astéroïdes se consument inoffensivement, mais pas tous. Et même un petit caillou, s'il frappe la cible idéale, peut infliger des ravages catastrophiques. Quelques mètres de roche percutant un satellite à vitesse orbitale, un tel impact la détruirait sur le champ. Une collision avec la Station spatiale internationale serait mortelle. Un choc sur une ville, ne serait-ce que par un petit corps, pourrait raser des immeubles et causer des milliers de morts. L'atmosphère joue le rôle d'un bouclier, mais il n'est pas infaillible. Les objets dépassant environ 20 mètres peuvent atteindre le sol intact. Ceux qui sont plus petits génèrent encore des explosions aériennes destructrices. Et il y a aussi le problème des débris. Quand un astéroïde se désintègre dans l'atmosphère, il disperse des fragments sur une vaste zone. La plupart sont minuscules, mais certains sont assez gros pour semer le chaos. Si la désintégration se produit au-dessus d'une région densément peuplée, ces fragments se transforment en projectiles. L'événement de Tcheliabinsk a semé des météorites sur des centaines de kilomètres carrés. Les gens les ont ramassés comme souvenir. Mais si l'objet avait été plus imposant ou si la fragmentation avait eu lieu à une altitude plus basse, ces morceaux auraient été bien plus redoutables. Imaginez maintenant à plus grande échelle. Au lieu d'un seul petit astéroïde, visualisez un nuage de débris issus d'une comète en train de se briser. Plutôt que quelques mètres de roche, pensez à des centaines ou milliers de fragments, des grains de poussière aux rochers, étalés le long de l'orbite. Au lieu d'un point d'impact unique, envisagez une menace diffuse, un risque statistique où chaque pièce a peu de chances de frapper, mais où la probabilité cumulée reste significative. C'est ce qui se passe lors de la fragmentation des comètes. Elles ne produisent pas une seule balle. Elles déclenchent une décharge de fusil à pompe. R2 présente un mois de 7 millions de kilomètres. C'est l'écart entre l'orbite terrestre et celle de la comète. Si elle se fragmente et que des morceaux se dispersent le long de l'orbite, certains pourraient dériver plus près. Pas jusqu'à zéro, pas jusqu'à un impact direct, mais suffisamment proche pour que la probabilité statistique passe de négligeable à faible mais non nulle. Et un faible mais non nul suffit à inquiéter les experts en gestion des risques. C'est la leçon tirée de 2025 TF et d'autres cas similaires. Le délai de détection est un fait réel. Nous ne repérons pas tout. Nous manquons la plupart des objets s'ils sont petits, rapides ou venant d'une direction imprévue. Les astéroïdes que nous détectons sont ceux qui respectent les règles. Ceux qui suivent des trajectoires prévisibles, depuis des angles attendus, à des moments calculables. Ceux qui trichent, ce sont eux qui nous effraient parce que nous les rataillons. Ensuite, nous aborderons comment les comètes peuvent être dangereuses sans même heurter quoi que ce soit. Comment les débris et les traînées de poussière génèrent des menaces qui perdurent bien après que l'objet principal est filé. Partie 7. Fragmentation des comètes et risques liés aux traînées de poussière. Scénario spéculatif réaliste. Même si une comète rate sa cible, ces débris peuvent frapper. Laissez-moi vous décrire le mécanisme. Les comètes ne sont pas des roches solides. Ce sont des amas lâchement liés de glace, de poussière, de pierres et de composés organiques, maintenus par une faible gravité et une tension superficielle. Elles sont vulnérables. En s'approchant du Soleil,
le stress thermique les fissure. La dégazage crée une pression qui les divise. Les forces de marée, si elles passent trop près d'un corps massif, les déchirent. Parfois, elles se brisent discrètement, perdant de petits morceaux. Parfois, elles explosent de manière spectaculaire, se divisant en dizaines de fragments. La comète Shoemaker-Levy 9 n'est l'exemple emblématique. En 1992, elle a frôlé Jupiter de trop près et a été pulvérisée par les forces de marée. Les fragments, plus de 20, se sont étalés le long de l'orbite. 2 ans plus tard, ils ont percuté Jupiter l'un après l'autre, provoquant d'énormes explosions visibles depuis la Terre. Chaque choc a libéré une énergie équivalente à des millions de bombes nucléaires. Les marques dans l'atmosphère de Jupiter ont duré des mois. C'était impressionnant. C'était aussi une preuve de la fragilité des comètes et du danger que représentent leurs morceaux. Un autre cas, la comète 73P, Schwarzmann-Wachmann. Celle-ci s'est fragmentée à plusieurs reprises. En 1995, elle s'est scindée en plusieurs parties. En 2006, elle s'est à nouveau désintégrée, cette fois en dizaines de petits morceaux. Les observateurs ont suivi en direct la comète se désagréger, chaque fragment développant sa propre chevelure et sa propre queue. Les débris ont continué à s'espacer, chacun adoptant une trajectoire légèrement distincte. Au fil du temps, ils ont formé un flux de débris, un fleuve de glace et de poussière suivant l'orbite initiale. La Terre a traversé des sections de ce flux. Le résultat a été un bref pic d'activité météoritique. Rien de catastrophique, mais perceptible. Appliquons cela à R2. La comète a déjà connu au moins une éruption, ce qui indique une instabilité interne. Si elle se fragmente, les pièces vont s'écarter. Le rythme de cette séparation dépend des vitesses relatives, liées à l'énergie de l'événement de fragmentation. Une division douce entraîne une séparation lente. Une explosion violente provoque une dispersion rapide. Dans tous les cas, avec le temps, les fragments s'étendent, tout comme la poussière qu'ils génèrent. La poussière représente le vrai péril. Chaque comète libère de la poussière en continu lors de sa sublimation. Les particules sont infimes, de la taille d'un micron à 1 mm, mais elles filent à des dizaines de kilomètres par seconde. À ces vitesses, même un grain de sable transporte une énergie cinétique colossale. Si une particule de poussière heurte un vaisseau spatial, elle peut percer la coque. Si elle frappe un satellite. Les micrométéorites, ces minuscules fragments d'espace, peuvent endommager les panneaux solaires, les capteurs ou les systèmes de communication. Si l'un d'eux heurte un astronaute en sortie extravéhiculaire, cela pourrait s'avérer mortel. Prenons l'exemple de la Station spatiale internationale, ISS, protégée contre ces particules par des boucliers multicouches qui visent à vaporiser les projectiles entrants avant qu'ils ne transpercent la coque. Pourtant, ces protections ne sont pas infaillibles. Des débris plus volumineux ou arrivant sous des angles imprévus peuvent percer les défenses. L'ISS a subi plusieurs impacts au fil des ans. La plupart n'ont entraîné que des lésions mineures, mais d'autres ont nécessité des interventions de maintenance. Un essaim dense de météoroïdes, tel que celui généré par un noyau cométaire en décomposition, élève considérablement les dangers. Examinons maintenant la configuration orbitale. La distance minimale entre l'orbite de la comète R2 et celle de la Terre s'élève à 7 millions de kilomètres. Si la comète se disloque et que ses morceaux se dispersent le long de sa trajectoire, certains pourraient dévier vers la route terrestre. Pas jusqu'à une collision directe, ni à 0 distance, mais suffisamment pour se rapprocher. Et si la Terre traverse ce flot de débris au mauvais moment, nous risquons une concentration accrue de particules. Cela pourrait se traduire par une averse de météores plus intense, ou par des avaries sur les satellites, ou encore par des collisions micrométéoriques sur les engins spatiaux. La chance qu'une particule isolée touche une cible précise reste faible. L'espace est vaste, les objets vulnérables sont exigus. Cependant, le risque cumulé, la possibilité qu'un impact se produise quelque part grimpe sensiblement. Et avec des milliers de satellites, de stations orbitales et de sondes primitives en circulation, tous représentent des proies potentielles. Il y a aussi le cas des interactions atmosphériques. Si la Terre franchit un nuage épais de poussière, même avec de fines particules, l'effet global pourrait se manifester visuellement. La luminescence aérienne en haute altitude pourrait s'intensifier. L'activité des bolides, ces météores éclatants qui explosent dans la stratosphère, pourrait bondir. Les astronomes amateurs s'en apercevraient vite. Les caméras de surveillance météoritique captureraient l'anomalie. Rien de apocalyptique, mais un événement hors norme. Et les phénomènes inhabituels ont tendance à alerter les systèmes. Le vrai péril ne réside pas dans la poussière observable, mais dans les fragments invisibles. Un bloc rocheux de la taille d'un rocher, mesurant 1 ou 2 mètres,
filant à 30 km par seconde passerait presque inaperçu jusqu'au dernier instant. Les relevés optiques pourraient le repérer, mais seulement s'il scrutait le bon secteur céleste au bon moment. S'il approchait face au Soleil, il demeurerait indétectable. S'il présentait une faible albédo, avec une surface sombre, il serait quasi impossible à distinguer. Et s'il percutait l'atmosphère au-dessus d'une zone habitée, les conséquences pourraient égaler ou dépasser l'événement de Tcheliabinsk, voire pire. Évaluer les probabilités s'avère complexe. Nous ignorons si R2 s'est déjà fragmenté. Nous ne savons pas si elle le fera. Nous n'avons aucune idée du nombre de débris potentiels, de leur dispersion, de la répartition des tailles, des vitesses ou des trajectoires. Tout ce que nous possédons, c'est l'orbite de la comète mère et cet écart de 7 millions de kilomètres avec le passage terrestre. Dans ces limites, on peut affirmer que le risque d'un impact direct sur la Terre est minime. Mais minime n'équivaut pas à nul. Et quand l'erreur se chiffre en vies humaines et en infrastructures vitales, minime n'est pas toujours suffisant. Une image aide à visualiser. Représentez l'orbite cométaire comme un fil tendu dans le vide spatial. Imaginez ce fil qui s'effiloche, se divise en dizaines ou centaines de brins plus fins, chacun légèrement décalé. Certains suivent fidèlement la voie initiale, d'autres s'en écartent. Au fil du temps, cet amas de filaments s'étale, formant une bande diffuse le long de l'orbite. L'orbite terrestre est un autre fil, qui la croise en biais. Souvent, la Terre évolue dans le néant, mais par moments, elle effleure la bande, et les particules qu'elle contient pleuvent alors. Ce n'est pas une hypothèse farfelue. Les pluies de météores illustrent précisément ce mécanisme. Les Perséides, les Léonides, les Orionides, toutes proviennent de traînées de débris cométaires. Annuellement, la Terre les traverse, et nous observons des météores. Habituellement, inoffensifs. Parfois, éblouissants. Très exceptionnellement, menaçants. En 1833, la tempête de Léonide a généré des dizaines de milliers de météores par heure. Les témoins évoquaient un ciel embrasé. Si cela se reproduisait avec notre réseau satellitaire actuel, les ravages seraient considérables. R2 n'est pas censé déclencher une telle tempête météoritique. Ces débris, s'ils existent, paraissent trop épars. Mais nous l'ignorons. Nous ne pourrons le savoir qu'en l'observant de près. Et quand nous le verrons, il sera peut-être trop tard pour agir, ne laissant que la contemplation impuissante. Passons à une interrogation plus vaste. Assistons-nous à une vague d'invités imprévus? Ou s'agit-il d'un simple biais d'observation? Le système solaire nous envoie-t-il davantage d'objets, ou commençons-nous seulement à les repérer? 8e partie, reconnaissance des motifs. Assistons-nous à une vague d'invités imprévus? Permettez-moi de les énumérer. Oumuamua est apparu en octobre 2017, premier objet interstellaire confirmé traversant notre système solaire. Il était étrange, allongé, chancelant, s'accélérant d'une manière qui ne collait pas au modèle d'émission de gaz. Il est reparti avant que nous ayons pu l'étudier pleinement. Étudions cela attentivement. Ensuite est arrivé Borisov en août 2019, le deuxième visiteur interstellaire. Celui-ci était manifestement une comète, dotée d'une chevelure et d'une queue, avec une composition conforme à ce qu'on attend des débris d'une autre étoile. Désormais, nous avons 3 atlas, repérés en 2025. Un autre objet interstellaire. Selon les experts, il s'agit soit d'un astéroïde, soit du noyau d'une comète. Il modifie sa teinte. Il est curieux. Et pendant que le monde observe 3 atlas, R2 s'infiltre discrètement depuis le jardin arrière du système solaire, passant inaperçu jusqu'après son périhélie. 4 objets en 8 ans. Oumuamua, Boro, Triatlas, R2. Des provenances variées, des compositions distinctes, des circonstances de découverte différentes, mais tous imprévus. Tous sont arrivés avec un préavis court ou aucun. Y a-t-il un schéma? Une flambée? Ou est-ce simplement le résultat quand on commence enfin à prêter attention? 3 théories émergent. La première évoque un biais d'observation. Nos outils sont plus performants aujourd'hui. Plus de télescopes, plus de scrutin du ciel, plus d'astronomes amateurs disposant de données professionnelles. Nous scrutons plus intensément. Du coup, nous repérons davantage. Des systèmes comme Pan-STAR-ATLAS et l'observatoire Vera-Rubin à venir sont conçus pour capter les phénomènes éphémères, les objets en mouvement, tout ce qui évolue. À mesure que ces installations se déploient et s'affinent, le taux de détection grimpe. Cela ne signifie pas que plus d'objets affluents. Cela indique que nous discernons enfin ceux qui étaient là depuis toujours. La deuxième théorie parle d'une augmentation réelle du flux dynamique. Peut-être quelque chose perturbe le nuage d'Oort. Peut-être une étoile de passage, disparue depuis longtemps, a propulsé une vague de comètes vers l'intérieur, et nous assistons aux premiers arrivants.
Peut-être le système solaire traverse une zone spatiale plus dense en débris. Peut-être les marées galactiques. L'influence gravitationnelle de la structure de la Voie lactée pousse plus de comètes vers le système interne. Ce n'est pas invraisemblable. Le nuage d'Oort est gigantesque, abritant des trillions de comètes. Une légère secousse pourrait en dispatching des milliers vers l'intérieur sur quelques millénaires. De notre point de vue, coincé dans nos échelles temporelles humaines courtes, cela ressemblerait à une explosion soudaine. La troisième théorie est celle du regroupement statistique. Une pure coïncidence. Les processus aléatoires génèrent des amas. Lancez une pièce 100 fois et vous observerez des séries de pile ou face. Cela ne prouve pas que la pièce est truquée. Cela montre que le hasard s'agglutine. 4 visiteurs imprévus en 8 ans pourraient n'être que du bruit, une variation statistique sans signification profonde. Dans les 8 prochaines années, nous pourrions en voir 0 ou une dizaine. Sans données supplémentaires, impossible de séparer le signal du bruit. Chacune de ces théories repose sur des indices. Le biais d'observation est solide. Le nombre d'astéroïdes proches de la Terre connue a explosé ces 2 dernières décennies. Non pas parce que plus d'astéroïdes ont surgi brusquement, mais parce que nous avons commencé à les traquer de manière organisée. Il en va de même pour les comètes, sans doute. Swan a détecté des milliers de comètes, la plupart des rats du Soleil, juste parce que Swan perçoit ce que les télescopes optiques ratent. À mesure que notre réseau de détection s'étend, le catalogue s'étoffe. Mais le biais d'observation n'explique pas tout. Oumuamua était franchement singulier. Sa forme allongée, son accélération non gravitationnelle, l'absence de chevelure visible, tout cela résiste à une explication simple. Certains astronomes ont supposé qu'il s'agissait d'un fragment planétaire déchiré par des forces de marée dans un autre système stellaire. D'autres ont évoqué un iceberg d'hydrogène, un iceberg d'azote, un éclat de gaz gelé. Les hypothèses sont devenues de plus en plus farfelues car les réponses basiques ne collaient pas. Puis il est parti et nous avons raté l'occasion de l'examiner de plus près. Trié Atlas est également insolite. Sa couleur a viré du rouge au vert, ou du moins cela semble-t-il selon les mesures fiables. Les astéroïdes ne font habituellement pas cela. La couleur provient de la composition de surface. Un virage chromatique implique un changement de composition, ce qui suggère une surface hétérogène. Peut-être qu'il tourne et que ses faces reflètent diverses longueurs d'onde. Peut-être qu'il libère légèrement des gaz et que la chevelure altère le spectre observé. Peut-être autre chose tout à fait. Nous l'ignorons car nous n'avons pas approché assez pour le résoudre. R2 s'inscrit dans le motif autrement. Il n'est pas interstellaire. Il est natif du système solaire, vraisemblablement du nuage d'Oort, mais il s'est tapi dans l'éclat solaire et n'a émergé qu'après le périhélie, illustrant à quel point nous pouvons rater des choses, même dans notre propre arrière-cour. Si R2 a pu se cacher, d'autres le peuvent aussi. Combien de comètes à longue période traversent-elles le système solaire interne sans être détectées chaque année? Nous l'ignorons. Nous ne voyons que celles qui s'illuminent suffisamment, qui restent visibles assez longtemps, qui franchissent nos seuils de détection. Les autres sont des fantômes. Y a-t-il un motif? Peut-être. L'interprétation optimiste est que nous progressons dans la vision réelle de l'univers, peuplé de visiteurs fugaces, de flux de débris et d'arrivées surprises. L'interprétation pessimiste est que le rythme des arrivées s'accélère et que nous ne sommes pas prêts. L'interprétation réaliste se situe sans doute entre les deux. Nous nous observons davantage d'objets cosmiques car nous scrutons le ciel avec plus d'attention. Cependant, nous réalisons aussi que le flux normal de ces passages spatiaux est plus élevé que prévu. Notre système solaire n'est pas un coin paisible. C'est plutôt une autoroute animée, et nous venons à peine d'y installer des caméras de surveillance. Ensuite, examinons les structures qui gèrent ce trafic, les flux de données, les points de congestion et les zones d'ombre qui suscitent des doutes. Section N. Organisation, discrétion et cycle de vie de l'information. Permettez-moi de vous expliquer comment une découverte se transforme en savoir public. Un observateur, qu'il soit expert ou passionné, repère une anomalie, un corps en mouvement, une source qui s'illumine, un phénomène éphémère. Il note la position, l'instant précis, la brillance. Il vérifie si c'est déjà recensé. Sinon, il signale l'observation. À qui? Au Centre des planètes mineures, le MPC, géré par l'Union astronomique internationale. Le MPC sert de centrale pour les relevés sur les astéroïdes, les comètes et les autres petits objets. Il rassemble les infos de par le monde, les valide et diffuse des bulletins quand une nouveauté est attestée. Mais la validation demande du temps. Une seule détection ne suffit pas. Il faut plusieurs relevés pour prouver que l'objet existe bel et bien. Pour écarter les erreurs d'instruments, pour estimer une orbite approximative, cela implique d'attendre que d'autres scrutent la même portion du ciel et corroborent la vue.
Si l'objet est faible, proche du seuil de visibilité, ou s'il file à vive allure, la confirmation peut durer des jours, voire plus. Une fois validé, le MPC lui attribue un nom temporaire et publie un bulletin électronique. Les données sont accessibles à tous, mais brutes, éléments orbitaux, coordonnées de position, évaluation de magnitude. Ce n'est pas un communiqué de presse. Pas un titre accrocheur. C'est un rapport technique destiné aux spécialistes. Le grand public ne consulte pas les bulletins du MPC. Il s'informe via les articles de presse. Et ceux-ci arrivent plus tard, quand ils arrivent. Pendant ce temps, d'autres entités affinent l'orbite. Le Jet Propulsion Laboratory, le JPL, opère Horizon, un outil qui détermine les trajectoires exactes des corps du système solaire. À mesure que les observations affluent, la modélisation orbitale s'améliore, les incertitudes diminuent, les prévisions gagnent en fiabilité. Si l'objet semble dangereux, si sa trajectoire le rapproche de la Terre, le JPL le signale. Le Center for Near Earth Object Studies, CNEO, évalue le danger. Si le risque est significatif, la NASA publie un avis. Si c'est mineur, peut-être pas. Pour R2, le scénario s'est déroulé ainsi. Vladimir Basugi, un astronome amateur, a détecté l'objet dans les données de Swan le 11 septembre 2025. Il l'a signalé. D'autres l'ont validé visuellement. Le MPC a émis un bulletin le désignant C 2025 R2. Le JPL a calculé l'orbite. Le CNEO l'a analysé. Verdict, aucune menace. Le passage le plus proche serait à 0,26 unités astronomiques. Suffisamment éloigné pour être inoffensif. Pas de communiqué, pas d'alerte publique, juste une mise à jour technique enfouie dans une base de données. C'est là que naît le silence. Non pas à cause d'un camouflage délibéré ou d'un complot, mais parce que le mécanisme vise la gestion des risques, pas la communication grand public. Si un objet n'est pas menaçant, il n'attire pas les feux de l'actualité. Et sans buzz médiatique, la plupart des gens n'en entendent jamais parler. R2 a été évoqué dans quelques revues d'astronomie, sur des sites spécialisés en espace. Il a figuré dans l'image astronomique du jour le 18 septembre. Mais il n'a pas fait le tour des réseaux sociaux. Il n'a pas monopolisé les infos. C'était juste une comète de plus, parmi des dizaines repérées annuellement. Comparez cela à Oumuamua, cet intrus interstellaire au mystère de couleurs changeantes et d'accélération bizarre. Voilà du matériel pour les gros titres. Ce genre de récit se propage dans les médias traditionnels, sur les plateformes en ligne, dans les débats en ligne. Peu importe que Oumuamua soit inoffensif, avec un survol à 1,8 unités astronomiques et zéro risque. Ce qui compte, c'est son attrait, et l'intérêt fait vendre. Cela génère un vide quand les organismes ne fournissent pas d'explications claires et accessibles. Quand le processus d'information est lent et jargonneux, quand l'écart entre repérage et diffusion publique s'étire sur des semaines ou des mois, les spéculations comblent le trou. Les internautes repèrent ces failles. Ils posent des interrogations. Pourquoi si peu d'écho sur ce sujet? Pourquoi une couverture si maigre? Cache-t-on quelque chose? Et sans réponse officielle, des versions alternatives surgissent. Hypothèses, théorie du complot, ragots. La trouvaille de R2 par Vladimir Basugi illustre bien cela. Il n'est pas astronome de métier. Il ne bosse pas pour une agence spatiale. C'est un amateur doué pour décortiquer les données de Swan. Le fait qu'il ait débusqué la comète avant les programmes pro n'est pas un échec des experts. C'est un signal que le filet de détection est perméable, que les voies atypiques comptent, que les observations clés peuvent venir d'endroits imprévus. Mais cela pose aussi des interrogations. Si un amateur peut dénicher une comète, les enquêtes professionnelles ont pu passer à côté de ça. Mais qu'est-ce qu'on rate d'autre encore? Combien d'objets traversent le système solaire interne sans être repérés, parce qu'ils se trouvent au mauvais endroit au mauvais moment? Parce que les sondages scrutent d'autres zones? Parce que le ciel est trop lumineux, ou le temps trop pourri, ou l'instrument en panne pour entretien? On n'en a aucune idée. On ne peut pas le savoir. C'est là le souci. Le cycle de vie de l'information est délibérément lent. La vérification évite les faux positifs. La prudence calme les esprits. Mais cette prudence génère aussi des lacunes, et ces lacunes instillent le doute. Quand les gens ne font plus confiance aux institutions pour leur dire la vérité, ils se tournent vers d'autres sources. Et ces sources alternatives ne sont pas toujours fiables. Ensuite, on va trier les idées farfelues, les affirmations conspirationnistes, les théories marginales. On va distinguer ce qui mérite qu'on s'y attarde de ce qui n'en vaut pas la peine. Partie 10. Joker et conspiration. Soyons clairs d'emblée. On entendra des gens affirmer que R2 n'est pas un corps naturel. Ils diront que c'est une sonde, un engin, un appareil fabriqué par une entité ou une intelligence pour nous surveiller.
Ils soutiendront que la trajectoire est trop opportune, le timing trop précis, l'éruption trop maîtrisée. Ils accuseront la NASA de nous cacher des infos, de censurer les images, de classer les vraies données. Ils y verront un signal, un avertissement, un essai, et ils y croiront dur comme fer. Alors, procédons à ce tri. Prenons ces allégations une par une et voyons lesquelles valent vraiment qu'on s'y intéresse. Allégation numéro 1. R2 est un objet artificiel. Est-ce physiquement réalisable? En théorie, oui, une civilisation assez avancée pourrait concevoir un vaisseau spatial imitant une comète. Il pourrait l'enrober de glace pour produire une chevelure au chauffage. Il pourrait le programmer pour qu'il émette sur commande. Il pourrait ajuster sa course pour frôler la Terre. C'est faisable, mais pas évident, et ça laisse des marques. Si R2 était artificiel, on s'attendrait à des anomalies. La spectroscopie révélerait des compositions inhabituelles, des éléments ou molécules incompatibles avec la chimie d'une comète naturelle. Le noyau présenterait des formes structurées, géométriques, des régularités absentes chez les objets naturels. La trajectoire montrerait un contrôle fin, des corrections minimes impossibles sans propulsion gazeuse, et il y aurait des émissions électromagnétiques, des signaux radio, des signatures infrarouges, quelque chose trahissant des systèmes actifs. Rien de tel n'a été observé. Le spectre ressemble à celui d'une comète ordinaire. La chevelure correspond à de la glace sublimant. La trajectoire obéit aux dynamiques gravitationnelles. Pas de signal détecté. Le rasoir d'Occam nous enseigne que l'explication la plus simple est souvent la bonne. R2 ressemble à une comète parce que c'en est une. Invoquer une origine artificielle ajoute des postulats, de la complexité, des acteurs aux motivations et compétences inconnues. C'est envisageable, mais superflu. Et en science, on n'invoque pas d'explications inutiles. Allégation numéro 2, les images sont censurées. Voyons-nous tout? Presque sûrement pas. Les observatoires pros ne diffusent pas chaque cliché qu'ils capturent. Ils traitent les données. Ils calibrent. Ils éliminent le bruit. Ils choisissent les meilleures prises. Certaines infos sont privées, réservées aux équipes de recherche qui les ont demandées. D'autres sont de faible qualité, pas utiles à publier. Mais la censure suppose une intention, un effort concerté pour dissimuler. Et ça réclame un degré de coordination dur à mettre en place. Les observatoires sont dispersés aux 4 coins du globe. Ils fonctionnent en autonomie. Les astronomes amateurs ont leur matos perso. Si quelque chose de spectaculaire était visible, quelqu'un l'aurait balancé en ligne. Le fait qu'on n'ait pas vu d'image choc indique qu'il n'y en a pas qu'on les cache. Allégation numéro 3, la trajectoire est pilotée. Une force extérieure pourrait-elle guider R2? Si c'est des extraterrestres, on revient à l'allégation 1. Si ce sont des forces naturelles, alors oui. Les dégazages produisent des accélérations non gravitationnelles. Les comètes ne sont pas purement balistiques. Elles se propulsent en éjectant du gaz. R2 a connu des éruptions, ce qui signifie qu'il ventile et que ça influence sa course. Les modèles du JPL intègrent ces forces non gravitationnelles. Ils prennent en compte les dégazages. Les prévisions de trajectoire ne sont pas infaillibles, mais solides. Si la comète était sous contrôle actif, on verrait des écarts aux modèles inexplicables par les dégazages. Rien de tel. Allégation numéro 4. C'est inoffensif mais symbolique. Certains soutiennent que même si R2 est sans danger, même s'il ne nous percute pas, son arrivée porte un sens, un signe, une coïncidence marquante. Ce n'est pas une affirmation scientifique. C'est philosophique ou spirituel. La science peut décrire l'orbite, la composition, la probabilité de collision. Elle ne peut pas dire si l'univers vous envoie un message, ça sort du champ de l'enquête empirique. Si vous trouvez un sens à l'arrivée d'une comète, c'est votre affaire. Mais ne mélangez pas sens personnel et risque physique. Y a-t-il des allégations qui méritent un examen plus approfondi? Oui. D'abord, la possibilité de fragmentation et de risque de débris est réelle. Ce n'est pas une théorie du complot, c'est de la physique pure. Si nos 2 fragments émettent des morceaux qui s'écartent de la trajectoire principale, ces débris pourraient représenter un risque. Pas forcément un danger d'impact direct, mais plutôt une menace de débris, un flux de micrométéorites, une menace pour les satellites qu'il faut surveiller et anticiper. C'est hypothétique, mais ça repose sur ce qu'on sait du comportement des comètes. La matrice de triage se présente ainsi. Une origine artificielle est improbable sans preuve. La suppression d'images est peu crédible vu la répartition des observations. Manipulation de trajectoire. Rien ne le suggère au-delà de l'émission gazeuse naturelle. Signification symbolique. Ce n'est pas de la science. Débris de fragmentation. C'est plausible et mérite un suivi.
Imaginer des scénarios est divertissant. C'est dans la nature humaine de repérer des motifs, d'attribuer une intention, de combler les vides avec des récits. Mais il faut toujours confronter ces récits aux données. Et quand les faits contredisent l'histoire, il convient d'avoir la rigueur de l'abandonner et de passer à autre chose. Passons maintenant à un autre sujet. On va explorer d'autres actualités scientifiques récentes. On commence par les neurosciences, car le cerveau est aussi un système de détection avec ses propres angles morts. Partie 11, neurosciences. L'UCSF découvre une protéine qui freine le vieillissement cérébral. En août 2025, des chercheurs de l'Université de Californie à San Francisco ont publié des résultats sur une protéine qui semble réguler le vieillissement du cerveau. Cette protéine, repérée lors d'expériences sur des souris âgées, agit comme un frein à la plasticité neuronale. Quand les scientifiques l'ont inhibée, les souris âgées ont affiché des progrès en mémoire et en apprentissage. Leurs neurones se déclenchaient de manière plus stable. Leurs connexions synaptiques se renforçaient. Sur certains critères, leur cerveau fonctionnait comme ceux de jeunes animaux. L'expérience était simple. Prendre des souris vieilles, isoler la protéine qui s'accumule avec l'âge, bloquer son action via un médicament ou une modification génétique, puis évaluer si le comportement s'améliore. Les outcomes étaient encourageants. Les souris âgées traitées réussissaient mieux aux épreuves de mémoire. Elles parcouraient les labyrinthes plus rapidement. Elles identifiaient les objets avec plus de fiabilité. L'effet était quantifiable, reproductible et significatif sur le plan statistique. Pourtant, il s'agit d'études sur des souris. Les souris ne sont pas des humains. Leur cerveau est plus basique, plus petit, structuré autrement. Ce qui marche sur une souris ne fonctionne pas toujours chez l'homme. L'histoire des neurosciences regorge de thérapies qui ont guéri des souris mais ont échoué en essais cliniques. La maladie d'Alzheimer a été éradiquée chez les souris des dizaines de fois. Les humains attendent encore, d'où la prudence requise. Ces découvertes sont passionnantes, mais préliminaires. Si elles se transposent, leurs conséquences seraient immenses. Le déclin cognitif est l'un des pires fléaux du vieillissement. Perte de mémoire, malaisance à apprendre, ralentissement du traitement mental. Tout cela menace l'autonomie et l'identité. Si inhiber une seule protéine pouvait ralentir ou inverser ce processus, l'impact serait colossal, non seulement pour les individus, mais pour les sociétés confrontées à des populations vieillissantes. Le coût économique de la démence se chiffre en billions de dollars à l'échelle mondiale. Un traitement repoussant le début de la maladie de quelques années seulement épargnerait d'énormes ressources et une immense souffrance. Mais des obstacles surgissent. Les protéines n'opèrent pas isolément. Elles s'intègrent dans des réseaux, des séquences, des boucles de rétroaction. Bloquer une protéine pourrait entraîner des effets en cascade, perturber d'autres mécanismes. Dans l'étude, les souris âgées n'ont pas présenté d'effets secondaires évidents, mais la période d'observation était brève. Les impacts à long terme restent inconnus, et les humains sont bien plus complexes. Nous vivons plus longtemps. Nous accumulons plus de lésions. Nous souffrons de plus de comorbidités. Un traitement efficace chez la souris pourrait interagir de façon imprévisible avec la biologie humaine. Voici une analogie. Le cerveau est un système de détection. Il scrute l'environnement, traite les signaux, forge des souvenirs, anticipe l'avenir. Quand il est en forme, il capte les nuances. Il s'adapte. Il progresse. Avec l'âge, il perd en acuité. Les signaux s'affaiblissent. Du bruit s'infiltre. Les motifs deviennent plus difficiles à discerner. La protéine mise en évidence par les chercheurs de l'UCSF semble impliquée dans cette dégradation. En la neutralisant, ils ont partiellement restauré la sensibilité juvénile du cerveau. Songeons maintenant à nos systèmes de détection astronomique. Les télescopes balaient le ciel, analysent les signaux, recensent les objets, prévoient les orbites. Quand ils sont optimaux, ils repèrent des comètes ténues. Ils suivent les astéroïdes. Ils alertent sur les risques. Mais ces systèmes se dégradent aussi. Les instruments vieillissent. Les capteurs dérivent, les calibrages perdent en précision, les flux de données se saturent de parasites, et peu à peu, on rate des éléments qu'on détectait autrefois. La comparaison n'est pas idéale, mais elle est éclairante. Les deux systèmes, cérébraux et télescopiques, sont conçus pour identifier des schémas dans un bruit ambiant. Les deux s'usent avec le temps. Les deux peuvent être réparés, du moins en partie, par des interventions. Pour les cerveaux, cela pourrait être un inhibiteur protéique. Pour les télescopes, une recalibration, un remplacement de capteurs, des algorithmes améliorés. Le fond reste identique. La vigilance exige un entretien constant. L'étude de l'UCSF nous rappelle que des mécanismes cachés dictent ce que nous percevons et ce que nous manquons. Parfois, le mécanisme en cause est biologique, comme une protéine qui s'accumule au fil des ans.
Parfois, il est technique, tel un capteur qui se désaligne progressivement. Parfois, il est organisationnel, à l'image d'un calendrier d'enquête qui crée des lacunes. La réponse reste invariablement la même. Repérer le mécanisme, en saisir le fonctionnement, puis agir pour rétablir l'équilibre. Passons maintenant à un autre titre accrocheur en neurosciences. Celui-ci porte sur Alzheimer, car le contraste entre affirmation sensationnelle et vérité mesurée mérite d'être exploré. Partie 12, titre sur l'inversion d'Alzheimer. En octobre 2025, une nouvelle salve de manchettes a déferlé. Alzheimer inversé chez la souris. Les articles étaient exaltés. Les publications sur les réseaux sociaux débordaient d'optimisme. La vérité s'avérait bien plus nuancée. Des scientifiques ont évalué une intervention inédite, peut-être une restauration vasculaire, peut-être un nettoyage des amyloïdes, peut-être une régulation protéique. Les précisions différaient selon les études consultées, mais le fil conducteur demeurait clair. Des souris âgées présentant des troubles cognitifs ont affiché des progrès suite au traitement. Leurs cerveaux ont éliminé des plaques. Leurs performances mémorielles se sont améliorées. Sur certains indicateurs, la pathologie a régressé. Ce n'est pas une première. Les recherches sur Alzheimer ont généré des dizaines d'études prometteuses sur des souris ces 20 dernières années. Vaccins éliminant les amyloïdes, médicaments atténuant les enchevêtrements de taux, thérapies génétiques réparant les synapses. Chez les rongeurs, ces approches réussissent. Chez l'humain, la plupart échouent. L'écart de traduction est colossal. Les modèles murins d'Alzheimer ne reproduisent pas fidèlement la maladie humaine. Les souris ne vivent pas assez longtemps pour développer l'ensemble des lésions. Leurs cerveaux sont plus rudimentaires. Leurs systèmes immunitaires divergent. Leur métabolisme est accéléré. Un remède efficace dans une étude murine de 6 mois pourrait s'effondrer lors d'un essai humain de 10 ans. La taille des échantillons compte. Les expériences sur souris impliquent souvent des dizaines d'individus. Les essais cliniques humains exigent des milliers de volontaires. La durée est cruciale. Les tests sur souris durent des mois. Les études humaines s'étendent sur des années. Les effets secondaires pèsent. Un médicament inoffensif pour les souris peut s'avérer toxique chez l'homme. L'efficacité est clé. Un traitement boostant la mémoire de 20% chez la souris pourrait n'en améliorer que 5% chez l'humain, et 5% pourraient ne pas avoir de signification clinique. Le résumé de Newsweek, comme tant d'articles de vulgarisation scientifique, met l'accent sur l'aspect positif. Inversion, avancée, espoir, ces termes font vendre. Mais les sources primaires, les publications scientifiques elles-mêmes, adoptent une prudence accrue. Elles emploient des expressions comme préliminaire, restreint, nécessitent des investigations supplémentaires. Elles reconnaissent les obstacles à la transposition. Elles n'annoncent pas de triomphe. Elles signalent un avancement. Le souci est là. Une science intricate se mue en titres sensationnalistes. Les subtilités s'évaporent. Les incertitudes disparaissent. L'abîme entre les découvertes réelles des chercheurs et les interprétations publiques s'élargit. Et lorsque le traitement finit par capoter chez l'humain, lorsque l'essai clinique s'avère négatif, le public se sent floué. On lui avait vendu un remède. Il récolte une déception de plus. La confiance s'effrite. Ce schéma n'est pas exclusif à la recherche sur Alzheimer. Il sévit dans tout domaine où les enjeux sont majeurs et la science sophistiquée. Recherche sur le cancer, climatologie, maladies infectieuses et bien sûr, astronomie. Quand une nouvelle comète est repérée, les manchettes évoquent des spectacles éblouissants, des phénomènes rarissimes, une visibilité à l'œil nu. La réalité est souvent plus terne, plus incertaine, plus liée à des facteurs imprévisibles. Les comètes s'estompent. Elles se désintègrent. Elles déçoivent. Et le public, anticipant un événement grandiose, se sent lésé. La morale est le scepticisme, non le cynisme. Du scepticisme. Face à un titre proclamant une percée, consultez la source originale. Vérifiez la taille de l'échantillon. Repérez les réserves. Interrogez ce que les scientifiques ont mesuré et ce qu'ils en ont déduit. Questionnez les limites. Demandez ce qui suit. La plupart du temps, la réponse est « davantage de recherches requises ». Et c'est normal. C'est ainsi que la science avance. Mais ce n'est pas ainsi que fonctionnent les manchettes. Celles-ci exigent de la certitude. La science manipule des probabilités. Le parallèle avec R2 est le suivant. La comète existe bel et bien. Les observations sont authentiques. Les calculs orbitaux sont solides. Mais les prévisions, les estimations de luminosité, les scénarios de fragmentation, tout cela relève de probabilités. Nous ignorons ce qui surviendra. Nous discernons ce qui pourrait advenir,
avec divers niveaux de plausibilité. Et la démarche responsable consiste à exposer ces probabilités de façon limpide, sans les exagérer, sans les minimiser, sans les transformer en appât à clic. Ensuite, tournons-nous vers l'intelligence artificielle. Un autre champ où l'emballement et la réalité se séparent, mais aussi un domaine où des aptitudes concrètes transforment notre détection des menaces cosmiques. Partie 13, sortie de modèles et outils IA en octobre 2025 et avancées éthiques. Octobre 2025 a été marqué par plusieurs révélations en intelligence artificielle. Nouveaux modèles, nouveaux instruments, nouvelles fonctionnalités, publications open source repoussant les limites du machine learning. Modèles de base affinés en raisonnement, en gestion de contexte, en inférence accélérée. Des entreprises et laboratoires de recherche ont présenté des systèmes capables de traiter des séquences plus étendues. Les systèmes d'intelligence artificielle progressent à une vitesse effrénée, permettant de gérer des contextes variés, de préserver la cohérence dans des chaînes de raisonnement complexes, de produire du code de manière plus stable et d'interagir simultanément avec diverses modalités. Le rythme de l'avancée reste implacable. Ce qui paraissait inconcevable il y a 2 ans est devenu banal. Ce qui paraît banal aujourd'hui sera périmé d'ici 2 ans. Cette accélération est tangible, quantifiable, et ne montre aucun signe de ralentissement. Parallèlement aux avancées techniques et aux efforts éthiques, des projets visent à harmoniser le développement de l'IA avec les valeurs humaines, lancés lors de forums internationaux soutenus par des chercheurs et des décideurs politiques. Les approches diffèrent, mais le message reste le même. L'IA est puissante. L'IA s'accélère, et il faut veiller à ce qu'elle s'aligne sur nos véritables aspirations. Pas seulement sur ce que nous croyons désirer, mais sur ce que nous chérissons vraiment lorsque les conséquences se matérialisent. La question ne porte pas uniquement sur les capacités de l'IA, mais sur ce qu'elle doit accomplir. Et qui a le droit de trancher? Ces interrogations ne relèvent pas de spéculations philosophiques abstraites. Elles constituent des enjeux pratiques et pressants. À mesure que les systèmes d'IA gagnent en compétences, en autonomie et en intégration dans les infrastructures vitales, les risques s'élèvent. Une erreur en diagnostic médical peut entraîner la mort. Une défaillance dans la gestion du trafic routier peut provoquer des collisions. Une lacune dans la détection astronomique peut nous rendre aveugles face à des menaces imminentes. En astronomie, l'IA est déjà intégrée aux chaînes de traitement des données. Cela n'est pas hypothétique, c'est la réalité actuelle. Des outils automatisés de détection d'anomalies examinent les images des relevés pour repérer les phénomènes éphémères. Des algorithmes d'apprentissage automatique catégorisent les objets, différenciant les astéroïdes des étoiles, les comètes des galaxies, les supernovas des étoiles variables. Ces classifications s'effectuent en quelques millisecondes. Un humain mettrait des minutes ou des heures pour réaliser la même tâche. Les algorithmes affinent les orbites en analysant des ensembles de mesures de position et en calculant les trajectoires. Ils anticipent les positions futures, évaluent les incertitudes, signalent les objets dont les orbites les rapprochent de la Terre. Ils identifient les dangers potentiels, ces corps susceptibles de risquer une collision, nécessitant peut-être des observations complémentaires ou une inscription sur des listes de surveillance. Le flux de données dépasse de loin ce que des humains pourraient traiter à la main. Les relevés modernes à grand champ produisent des téraoctets de données chaque nuit. Chaque image recèle des millions de sources. Chaque source doit être évaluée, répertoriée, comparée aux bases de données existantes. Les événements transitoires, ces éléments qui surgissent, s'évanouissent ou modifient leur luminosité, exigent une identification et un signalement. L'observatoire Vera-Rubin, une fois pleinement opérationnel, balayera l'ensemble du ciel visible toutes les quelques nuits. Il repérera des milliards d'objets. Parmi eux, des dizaines de milliers seront en mouvement, en évolution, éphémère. Aucune équipe humaine ne saurait gérer un tel volume. Il faut l'IA pour trier ces masses, pour extraire les signaux noyés dans le bruit. Sans l'IA, l'astronomie contemporaine serait submergée par son propre triomphe, étouffée sous l'avalanche d'informations déversées nightly par les télescopes. Pourtant, l'IA n'est pas infaillible. Elle commet des erreurs. Elle signale de faux positifs, des objets qui paraissent menaçants sans l'être. Un rayon cosmique frappe le détecteur, créant une traînée lumineuse. L'IA y voit un corps en déplacement rapide. Elle le marque comme un astéroïde potentiel. Des observations ultérieures ne révèlent rien. L'objet n'a jamais existé. C'était un artefact, un bug, une illusion ou une mauvaise classification de l'IA. Une supernova lointaine s'illumine progressivement. Sa courbe de lumière ressemble à celle d'une étoile variable. L'IA la range dans la mauvaise catégorie. Des jours s'écoulent avant qu'un humain ne détecte l'anomalie et ne la rectifie. À ce stade, la fenêtre d'observation idéale est fermée. Des données essentielles ont échappé. Elle rate des signaux authentiques,
particulièrement s'ils sont atypiques, s'ils ne correspondent pas aux données d'entraînement. Les systèmes d'apprentissage automatique s'appuient sur des exemples. Vous exposez le modèle à des milliers d'astéroïdes et il appréhende leur apparence. Vous lui montrez des milliers de comètes et il saisit leurs traits. Mais que se passe-t-il quand un élément surgit qui ne ressemble à rien de connu dans l'entraînement? Quand un objet présente des caractéristiques hors des limites de la distribution apprise par l'IA? Le système pourrait le rejeter comme du bruit, un artefact, quelque chose à écarter, ou le mal classer, l'envoyant dans un pipeline erroné. Dans tous les cas, le signal s'évapore, et cela peut amplifier les biais. Si l'ensemble d'entraînement penche vers certains types d'objets, l'IA héritera de ces partialités. Imaginons que la plupart des données proviennent de relevés optiques dans des zones spécifiques du ciel, à des saisons particulières et sous des conditions d'observation données. L'IA intègre ce schéma. Elle associe les astéroïdes à des plages de luminosité spécifiques, des teintes précises, des vitesses de déplacement attendues. Puis survient un objet qui s'écarte du modèle. Peut-être est-il plus sombre que la norme, d'un albédo réduit, réfléchissant moins de lumière solaire. Peut-être se déplace-t-il plus vite ou plus lentement qu'anticipé. Peut-être émerge-t-il d'une trajectoire inhabituelle. L'IA, formée sur cet échantillon biaisé, ne le reconnaît pas. Elle l'élimine. Elle détectera ce pourquoi elle a été calibrée et ignorera le reste. Il y a également l'inondation de bruits-problèmes. À mesure que l'IA s'améliore dans la détection des anomalies, elle produit davantage d'alertes. Cela paraît positif au premier abord. Plus de détection implique une meilleure surveillance, moins d'objets négligés. Pourtant, un afflux d'alertes entraîne une hausse des vérifications ultérieures. Ces contrôles supplémentaires demandent plus de temps d'observation au télescope, davantage d'efforts humains et une consommation accrue de ressources. Les télescopes coûtent cher. 1 heure sur un observatoire majeur représente des milliers de dollars. Impossible de traquer chaque signal. Il faut sélectionner les priorités. Il s'agit de choisir quels astres méritent l'investissement et lesquels non. Si le taux de faux positifs est élevé, le système sature. Les astronomes passent leur temps à pourchasser des chimères et risquent de passer à côté des vraies menaces. Équilibrer la sensibilité et la spécificité reste un défi. La sensibilité mesure la capacité à repérer les signaux authentiques. La spécificité évalue celle de rejeter les faux signaux. L'idéal serait d'avoir les deux au maximum. En réalité, un compromis s'impose. Augmenter la sensibilité permet de capter plus d'objets réels, mais aussi plus de faux positifs. Renforcer la spécificité élimine davantage de faux positifs, au risque de rater des objets vrais. Le point optimal, où l'on détecte la plupart des menaces réelles sans générer trop d'alertes infondées, est étroit et en perpétuel mouvement. Il varie selon la qualité des données, les conditions d'observation et les propriétés des objets recherchés. Cela exige un ajustement permanent, des retours constants et une supervision humaine ininterrompue. Scénario hypothétique. Une IA examinant les données de luminosité de la comète repère une pointe anormale dans la courbe de lumière de Terre 2. La comète s'illumine progressivement depuis sa découverte, en accord avec le réchauffement solaire croissant à l'approche du Soleil. Puis, le 15 octobre, la luminosité bondit de façon imprévue, pas de manière spectaculaire, peut-être une demi-magnitude, mais le saut est net, soudain, loin de l'évolution graduelle prévue par les modèles. Cela évoque une éruption, mais le moment est étrange. Le schéma ne correspond pas aux éruptions antérieures. Celle-ci survenait près du périhélie, quand le chauffage solaire culminait. Celle-là se produit des semaines plus tard, alors que la comète s'éloigne du Soleil. C'est inhabituel. Est-ce authentique? Un artefact instrumental? Peut-être une erreur de suivi du télescope? Ou un changement dans les conditions atmosphériques? Ou encore une défaillance de calibration? Ou bien un événement imprévu? Quelque chose de physique sur la comète, comme l'éjection d'un fragment, une collision avec un météoroïde, ou une poche de volatile soudainement libérée et émettant violemment. L'IA ne peut pas trancher. Elle ignore la physique. Elle n'a pas de modèle sur le comportement cométaire. Elle se contente de comparer les données aux motifs connus. Ce motif est atypique. Du coup, elle signale l'anomalie et la transmet à un humain. L'astronome reçoit l'alerte. C'est l'une d'une quarantaine ce jour-là. Elle examine les données, observe la pointe, vérifie les autres instruments. Quelqu'un a-t-il observé R2 récemment? Y a-t-il des mesures indépendantes confirmant le changement de luminosité? Elle fouille les bases de données. Rien. La pointe n'apparaît que dans cet ensemble de données. C'est louche. Les artefacts se limitent souvent à un seul jeu de données. Les événements réels se manifestent généralement dans plusieurs, sauf si le timing est malchanceux et qu'un seul télescope visait au bon moment.
Elle consulte le journal d'observation. Des soucis cette nuit-là? Problème avec le télescope, le détecteur, la météo? Le registre mentionne des nuages épars, une turbulence variable, rien d'exceptionnel. Elle scrute les images avant et après la pointe. La comète semble normale. Pas de modifications structurelles évidentes, pas de nouveaux fragments, pas d'éclaircissement marqué dans les observations suivantes. La pointe paraît éphémère, si elle était réelle. Peut-être du bruit, ou un événement vrai mais fugace, ne durant que quelques minutes, trop court pour une confirmation par d'autres observateurs. Elle tranche. Les preuves sont floues. La pointe pourrait être réelle, mais elle penche pour un artefact. Sans validation, sans données supplémentaires, lancer une alerte serait hâtif. Cela drainerait des ressources, déclencherait des observations de suivi, mobiliserait d'autres astronomes, et si la pointe n'était rien, ce serait du temps perdu pour tous. Elle choisit de ne pas alerter. L'anomalie est enregistrée en base, classée comme non confirmée et mise de côté. Elle passe à l'alerte suivante. Le système roule, mais si c'était vrai? Si la pointe signalait une fragmentation et que des morceaux s'écartent déjà de la trajectoire principale? Cette décision humaine, prise dans l'incertitude avec des données partielles, pourrait avoir loupé un élément crucial. Les fragments mettent du temps à se séparer. Les premières heures ou jours, ils restent collés au noyau, durs à distinguer même en imagerie haute résolution. Quand ils s'espacent assez pour être vus comme des objets distincts, ils pourraient avoir dévié suffisamment pour représenter des risques isolés. Et l'IA, qui a repéré l'anomalie, est écartée, non par négligence de l'humaine. Elle a respecté le protocole. Elle a pesé les preuves. Elle a porté un jugement sensé. Mais les jugements sensés sous contrainte d'incertitude se trompent parfois. À la longue, les humains se méfient des alertes de l'IA parce que la plupart d'entre elles ne sont que de faux positifs. C'est ce qu'on appelle la fatigue aux alertes, un phénomène bien documenté dans le diagnostic médical, la sécurité aérienne, les opérations des centrales nucléaires, et désormais en astronomie. Quand les signaux d'alarme retentissent trop fréquemment sans impact réel, les individus cessent de réagir avec la même intensité. Ils se désensibilisent. Ils adoptent des raccourcis mentaux pour trier le brouhaha. Peut-être ne tiendrai-je compte que des notifications dépassant un seuil de fiabilité de 90%. Peut-être ne poursuivrai-je que si plusieurs appareils signalent le même élément. Peut-être reléguerai-je au second plan les alertes issues de télescopes anciens aux problèmes de calibration avérés. Ces raccourcis sont logiques. Ils optimisent le temps. Ils concentrent les efforts sur les cibles les plus encourageantes. Mais parfois, ces filtres éliminent aussi le vrai signal. La menace authentique, celle qui compte vraiment, pourrait n'avoir qu'un score de 85%. Elle pourrait n'être détectée que par un seul outil, parce que seul celui-là observé au bon moment. Elle pourrait provenir d'un instrument vieilli qui, malgré son âge, a capté une réalité tangible. Et lorsque cette alerte survient, elle passe pour du bruit ambiant. La capacité de reconnaissance des motifs qui aide les humains à gérer la surcharge d'informations les rend aussi aveugles aux anomalies véritables. Voilà le défi de la collaboration entre humains et IA. Aucun des deux n'est infaillible. L'IA est rapide mais limitée. Elle traite d'énormes volumes de données en quelques secondes. Elle repère des motifs que les humains mettraient des heures à discerner. Elle ne fatigue jamais. Elle ne perd jamais sa concentration. Mais elle ignore le contexte. Elle manque d'intuition. Elle ne peut pas évaluer si une anomalie est physiquement plausible. Les humains, eux, sont lents mais intelligents. Ils saisissent la physique. Ils possèdent l'intuition. Ils peuvent raisonner sur les causes et la vraisemblance. Mais ils sont contraints par leur attention, leur épuisement, leur biais cognitif. Ils ne peuvent examiner qu'une fraction des données. Ils loupent ce qui échappe à leur champ de vision. Le système est optimal quand ils se complètent mutuellement. Quand l'IA gère le flux massif, et l'humain la discernement, l'IA balaie tout, signale le suspect, et le transmet aux humains pour vérification. Les humains analysent les cas signalés, injectent contexte et flair, et tranchent entre le réel et le parasite. Mais cela exige confiance, ajustement, boucle de rétroaction. Les humains doivent croire que l'IA ne rate pas les signaux cruciaux. L'IA doit être affinée pour que ses alertes soient utiles, pas envahissantes. Et il faut des boucles de rétroaction, des moyens pour que les humains indiquent à l'IA ses succès ou erreurs, afin que le système évolue et s'améliore. Et il faut que les humains restent alertes, qu'ils ne se laissent pas aller à la routine, qu'ils ne présument pas que l'IA capte tout. Dès l'instant où les humains considèrent l'IA comme infaillible, comme un détecteur parfait sans faille, le système vire au péril. Car l'IA n'est pas infaillible. C'est un outil, puissant mais imparfait, qui nécessite une supervision humaine pour bien fonctionner. Le risque n'est pas l'échec de l'IA. Le risque,
c'est que les humains lui accordent une confiance excessive et baissent la garde. Et quand ils baissent la garde, les failles se multiplient. La détection ne se résume plus à du matériel. Ce n'est pas seulement question de construire des télescopes plus grands avec des miroirs supérieurs et des capteurs plus sensibles. C'est du logiciel. Ce sont des algorithmes, des arbres de décision, des réseaux de neurones, des seuils statistiques. Ce sont les règles que nous codons pour séparer le signal du bruit. Les modèles que nous concevons pour anticiper les trajectoires. Les chaînes de traitement que nous assemblons pour les données. Et tout cela est l'œuvre humaine, entraînée sur des données choisies par des humains, déployées dans des contextes définis par des humains. Les biais, les lacunes, les angles morts, ce sont des créations humaines. Des choix, parfois voulus, parfois inconscients, intégrés dans les systèmes que nous érigeons. L'IA nous permet de voir plus loin, mais elle ne résout pas le problème de fond. Nous cherchons des motifs dans un univers indifférent à nos découvertes. L'univers ne s'adapte pas à nos méthodes de détection. Il ne simplifie rien. Les objets surgissent d'angles maladroits, à des moments inopportuns, avec des caractéristiques qui ne collent pas à nos données d'entraînement. Ils se camouflent dans l'éblouissement solaire. Ils débarquent par mauvais temps. Ils se brisent de façon imprévisible. Et nos systèmes de détection, humains comme artificiels, doivent s'ajuster à cette réalité ou échouer. Le vrai enjeu n'est pas seulement de forger de meilleurs instruments. C'est de forger une meilleure synergie entre instruments et utilisateurs. Ensuite, nous examinerons une autre étude en neurosciences. Celle-ci porte sur la mémoire spatiale et le vieillissement, comme métaphore de la dégradation progressive des systèmes de détection. Partie 14, métaphore de la dégradation des instruments et capteurs. Mémoire spatiale et vieillissement à Stanford. Le 3 octobre 2025, des chercheurs de Stanford ont publié des résultats sur le déclin de la mémoire spatiale dans les cerveaux âgés. Ils ont analysé des neurones dans l'hippocampe, la zone cérébrale chargée de créer des cartes cognitives de l'environnement. Ces cartes ne sont pas abstraites. Ce sont des représentations neurales de l'espace physique, forgées par l'expérience et affinées par la répétition. Chez les animaux juvéniles, ces cellules nerveuses s'activent de façon stable dès que l'animal atteint un lieu précis. Leur activation suit un schéma exact, uniforme et reproductible. La cellule A s'active dans le coin numéro 1. La cellule B réagit dans le coin numéro 2. Ce schéma forme une carte cognitive, un réseau neuronal de coordonnées qui permet à l'animal de situer sa position et de planifier son trajet vers la destination souhaitée. Cependant, chez les animaux âgés, ces cellules nerveuses fonctionnent avec moins de fiabilité. La cellule A pourrait s'activer au coin 1, ou bien au coin 2, ou même ne pas réagir du tout. La carte se brouille. Les positions se confondent. L'animal perçoit encore qu'il est quelque part, mais ce quelque part reste vague. L'orientation s'avère plus ardue. L'animal marque des pauses. Il rebrousse chemin. Il emprunte de mauvaises directions. Il parvient tout de même à l'objectif, mais le parcours s'allonge, incertain, parsemé d'erreurs qu'un individu plus jeune éviterait. L'étude a mis en lumière le processus à l'origine de ce déclin. Des protéines spécifiques s'accumulent au fil des ans, se fixant aux récepteurs synaptiques et diminuant la flexibilité des connexions. La plasticité synaptique désigne la capacité des liens entre neurones à s'intensifier ou s'atténuer en fonction des expériences vécues. Elle constitue le fondement neuronal de l'apprentissage et de la mémorisation. Lorsque cette plasticité faiblit, les neurones perdent leur aptitude à rafraîchir la carte pour rectifier les fautes ou intégrer de nouvelles données. Le résultat est une représentation spatiale altérée. La carte subsiste, mais elle est dépassée, imprécise, peu fiable. L'animal continue de se déplacer, mais avec moins de justesse. Il commet davantage d'erreurs. Il met plus de temps à localiser ses cibles. Ce déclin progresse lentement, de manière discrète au début, mais quantifiable. À la longue, il s'amplifie. Les inexactitudes s'entassent. La carte se dégrade. Cette découverte dépasse le cadre des neurosciences. Elle symbolise le vieillissement de tous les dispositifs de détection que l'humanité a conçus. Les télescopes évoluent de la même manière. Les appareils débutent affûtés, exacts, ajustés pour capter les signaux les plus ténus, mais ils s'usent progressivement. L'alignement optique dérive. Les miroirs qui concentrent la lumière stellaire reposent sur des supports mécaniques qui se dilatent et se contractent sous l'effet des variations thermiques. Au bout de mois ou d'années, de minces déplacements s'ajoutent. La netteté diminue. L'image s'étale. La lumière destinée à un seul pixel se disperse sur plusieurs. La fonction d'étalement du point, qui modélise mathématiquement comment un télescope restitue une source ponctuelle, s'élargit. La résolution s'affaiblit. Les miroirs se couvrent de poussière. Même dans les observatoires les plus performants,
Même en ambiance confinée, des particules fines se déposent sur les phases optiques. La poussière diffuse la lumière, en atténuant la quantité qui parvient au détecteur. Pire encore, certains télescopes subissent les intempéries. Le vent transporte des débris. Les écarts de température provoquent de la buée. Avec le temps, la surface des miroirs s'oxyde. Les revêtements en aluminium, appliqués pour assurer la réflexion, se détériorent. Le pouvoir réfléchissant passe de 98% à 95%, puis à 90%. Chaque point de pourcentage en moins équivaut à moins de photons capturés. Des objets plus pâles échappent à la détection. Finalement, le miroir nécessite un démontage et une nouvelle aluminisation, une opération qui dure des semaines et coûte des centaines de milliers de dollars. Les capteurs accumulent des anomalies. Les dispositifs à transfert de charge, ces puces en silicium qui transforment les photons en électrons, subissent des lésions dues aux rayons cosmiques. Des particules énergétiques percutent le réseau de silicium, délogeant des atomes et générant des pixels chauds qui émettent des signaux erronés. Des pixels morts surgissent. Des régions où les photons affluent sans produire de réponse. Des motifs de bruit apparaissent. Des biais systématiques qu'il faut soustraire lors du traitement des images. Le détecteur persiste à opérer, mais sa plage dynamique se rétrécit. Sa sensibilité décroît. Les entités à la limite de visibilité, celles qui génèrent seulement quelques photons par prise de vue, sombrent sous le seuil de bruit. Elles disparaissent. L'étalonnage perd en précision. Tout télescope requiert un étalonnage périodique pour transformer les comptages bruts du détecteur en données interprétables. On oriente l'instrument vers des étoiles de luminosité connues, on enregistre le signal et on élabore une courbe d'étalonnage. Mais cet étalonnage fluctue. La réaction du détecteur varie, le rendement optique change, l'atmosphère évolue. Sans réétalonnage régulier, les mesures perdent en fiabilité. Un objet perçu comme de magnitude 6 pourrait en réalité être de 5,8 ou 6,2. Cette incertitude se propage. Les estimations de brillance deviennent douteuses. Les prévisions orbitales reposant sur la brillance s'avèrent moins précises. Les marges d'erreur s'élargissent. Les images se voilent. Le seuil de détection s'élève. Des objets autrefois nets, produisant des détections assurées, frôlent désormais la significativité statistique. Est-ce une comète ou un pic de bruit? Un objet en mouvement ou un impact de rayons cosmiques? L'équivoque s'accroît. Les observateurs doutent davantage. Des observations de suivi s'imposent, mais le temps d'instrument est limité. Si chaque détection limite exige une vérification, le système s'enlise. La file d'attente s'allonge. Les objets s'éloignent avant confirmation. Nous les manquons. L'entretien atténue le problème, mais jusqu'à un certain seuil. Les miroirs peuvent être nettoyés. La poussière s'élimine par essuyage délicat ou soufflage à l'air comprimé. Mais le nettoyage engendre le risque provient d'une éraflure, d'une tache ou d'un résidu qui subsiste. Ces éléments aggravent la situation. Le revêtement restaure l'éclat réfléchissant, mais il implique de démonter le miroir, de l'expédier vers un centre de revêtement, d'attendre des semaines pour que l'opération soit achevée, puis de le remonter et de le réaligner. Pendant cette période, le télescope est inactif. Les observations cessent. L'enquête est interrompue. Les corps célestes qui auraient pu être repérés durant cet intervalle passent inaperçus. Les capteurs peuvent être échangés. De nouveaux dispositifs à couplage de charge dotés d'une efficacité quantique supérieure, d'un bruit réduit et d'une plage dynamique élargie sont disponibles, mais leur substitution coûte cher. Un seul détecteur peut valoir des millions de dollars. La pose exige une grande précision. Le détecteur doit être refroidi à des températures cryogéniques pour minimiser le bruit thermique. Le système de refroidissement nécessite un entretien constant. Des fuites se produisent, les pompes tombent en panne, les installations s'arrêtent, et même avec un nouveau détecteur, l'ensemble de la chaîne optique continue de vieillir. Le télescope n'est performant que selon son composant le plus faible. L'étalonnage peut être refait. En théorie, on le réajuste chaque soir à l'aide d'étoiles étalons, en vérifiant le point zéro et en évaluant l'extinction. En réalité, les nuages perturbent le processus. Les plannings dérapent. Les chaînes de traitement automatisées recourent à d'anciens fichiers d'étalonnage. La dérive passe inaperçue jusqu'à ce qu'une vérification révèle que les mesures sont faussées. À ce stade, des semaines ou des mois de données pourraient être corrompues. Les orbites déduites de ces données propagent l'erreur. Les objets sont mal localisés. Les prévisions échouent. Pourtant, l'entretien demande des ressources, du temps, des fonds et des compétences. Les budgets sont limités. Les organismes de financement privilégient les nouvelles missions au détriment de la préservation des anciennes.
Une fois un télescope construit et lancé, l'enthousiasme s'estompe. Les gros titres passent à autre chose. Les scientifiques qui l'ont conçu prennent leur retraite. Les ingénieurs qui l'ont assemblé passent à d'autres défis. L'institution se retrouve avec un équipement vieillissant et un financement en régression. Les réparations sont reportées. Les améliorations sont ajournées. Le système se dégrade plus vite qu'il n'est restauré. L'entropie l'emporte. L'étude de Stanford démontre que même les systèmes biologiques autoréparants, qui se régénèrent en permanence, subissent une détérioration liée à l'âge. Les neurones perdent leur efficacité malgré la capacité du cerveau à former de nouvelles synapses, à éliminer les connexions inutiles et à restructurer les réseaux neuronaux. L'hippocampe est l'une des rares zones cérébrales où de nouveaux neurones naissent tout au long de l'existence. La neurogenèse se poursuit jusqu'à un âge avancé. Cependant, malgré cette aptitude régénératrice, la mémoire spatiale décline. Les nouveaux neurones ne compensent pas entièrement les dommages accumulés. Les synapses s'affaiblissent, les protéines s'amoncellent, les cartes mentales deviennent imprécises. La dégradation avance plus lentement qu'elle ne le ferait sans régénération. Mais elle reste inéluctable. Nos instruments astronomiques n'ont pas cet avantage. Ils ne s'auto-réparent pas. Ils ne se régénèrent pas. Une fois endommagés, les altérations persistent jusqu'à une intervention humaine. Cette intervention est lente, onéreuse et souvent imparfaite. Un miroir nettoyé aujourd'hui accumulera de la poussière demain. Un capteur remplacé aujourd'hui développera des pixels défectueux l'année prochaine. Un étalonnage effectué aujourd'hui dérivera le mois suivant. La dégradation est impitoyable. Son rythme est plus rapide que celui des systèmes biologiques, faute de mécanismes de réparation intégrés. Et lorsque les instruments se dégradent, nous manquons des découvertes. R2 illustre parfaitement comment des défaillances de détection surviennent. La comète a été repérée tardivement en raison d'un angle mort géométrique masqué par l'éblouissement solaire. Mais les angles morts ne sont pas toujours géométriques. Ils peuvent être instrumentaux. Une comète faible, à la limite de la détection, pourrait être visible pour un télescope neuf doté d'un miroir fraîchement revêtu et d'un détecteur impeccable. La même comète observée des mois plus tard avec le même instrument, après accumulation de poussière des morts de pixels, pourrait devenir indétectable. L'objet n'a pas bougé. Le télescope, si. Et du fait de cette dégradation, la détection rate. Le même objet scruté par la même méthode produit des résultats variables selon l'état de l'instrument. Ce n'est pas un scénario théorique. Cela arrive. Les télescopes d'enquête repèrent moins d'objets dans leur phase tardive que dans leur début. Même si le ciel reste inchangé, cette baisse est imputable à un matériel vieilli, des optiques altérées et des pannes de capteurs. Et si nous n'en tenons pas compte, si nous ne testons et réétalonnons pas régulièrement, si nous ne surveillons pas l'évolution des performances instrumentales, nous commençons à rater ce que nous capturions autrefois. Nous ignorons ces manques car ils n'apparaissent jamais dans les données. Ce sont des fantômes, invisibles, non détectés, inconnus. Il existe aussi une fatigue des données, une forme distincte de dégradation. Les télescopes produisent des quantités massives d'informations. Les enquêtes à grands champs modernes génèrent des pétaoctets par an. Chaque image regroupe des millions de pixels. Chaque pixel porte une mesure. Traiter ces données implique des pipelines, des logiciels automatisés qui repèrent les sources, évaluent les positions, calculent les magnitudes, croisent les références, cataloguent et signalent les anomalies. Les pipelines fonctionnent en continu, absorbant les flux entrants et délivrant les outputs. Mais à mesure que le volume augmente, les pipelines s'essoufflent. Les temps de traitement, la quantité de données explose. Les signaux se forment. Les informations s'accumulent en attente. Une photo capturée ce soir pourrait ne pas être analysée avant demain ou la semaine prochaine. Au moment où une irrégularité est détectée, au moment où un opérateur humain l'examine et juge qu'une investigation est nécessaire, l'objet a déjà bougé. La période d'observation se referme. Nous ratons l'opportunité de vérifier, d'ajuster la trajectoire, d'évaluer le danger. Le stockage des données représente un autre goulet d'étranglement. Cela exige des installations, des disques durs, des serveurs, des systèmes de refroidissement, des redondances, des sauvegardes. Tout cela représente des dépenses. Quand les financements se resserrent, c'est le stockage qui trinque. Les anciennes données sont reléguées sur des supports plus lents. Des bandes magnétiques qui demandent des heures pour être lues. Si vous devez retraiter de vieilles images, si vous cherchez un objet faible passé inaperçu lors du premier passage, vous patientez. Vous déposez une demande. Vous attendez que la bande soit montée, que les données soient transférées, que le traitement s'achève. Des jours filent, et l'objet a disparu. La vigilance impose un entretien constant, pas seulement du matériel,
mais aussi des programmes, des protocoles, du savoir-faire institutionnel. Les logiciels comportent des failles. Les chaînes de traitement intègrent des postulats figés. Un seuil défini il y a 5 ans pourrait ne plus convenir. Le ciel a évolué. La pollution lumineuse s'est accrue. Les constellations de satellites se sont multipliées. Le nombre de traînées et d'éclats dans chaque image a bondi. La chaîne les signale comme des anomalies. La file d'attente se remplit de faux positifs. Les vraies irrégularités se noient dans la masse. Modifier le seuil n'est pas évident. L'ajuster trop et vous ratez de vrais objets. L'ajuster trop peu et les faux positifs persistent. Il faut quelqu'un pour surveiller la chaîne, affiner les réglages, valider les sorties. Cette personne doit posséder des compétences, de l'expérience, une mémoire institutionnelle. Les astronomes partent à la retraite. Les ingénieurs changent de poste. Ceux qui ont conçu le système, qui en saisissent les bizarreries, qui repèrent les angles morts, qui se souviennent des raisons des choix passés, ils s'en vont. La documentation aide, mais elle reste incomplète. Les nuances s'effacent. De nouveaux arrivants intègrent l'équipe. Ils maîtrisent le système, mais sans profondeur. Ils manquent de l'instinct forgé par des années de pratique. Des erreurs surviennent. Un paramètre est modifié sans anticiper les répercussions en aval. Un fichier de calibration est mis à jour de travers. Une hypothèse contestée et écartée par le passé est reprise. L'équipe fraîche ne connaît pas l'historique. Elle recommence les mêmes bourdes. Le système s'éloigne de son pic de performance. Les taux de détection chutent. Personne ne s'en rend compte avant qu'une analyse rétrospective révèle que le télescope loupe des objets qu'il devrait repérer. Le parallèle avec les cerveaux qui vieillissent est frappant. Les deux mécanismes démarrent affûtés, se dégradent peu à peu, perdent en acuité, ignorent des signaux. Les deux exigent un entretien proactif pour freiner la baisse. Les deux cèdent finalement, malgré tous nos efforts. La réponse est identique. Rénover, recalibrer, moderniser, substituer les pièces usées par des neuves. Former les successeurs. Tout archiver. Construire une mémoire collective. Combattre le désordre à tous les niveaux, conscient qu'on ne triomphe pas pour toujours, mais espérant repousser l'inéluctable assez longtemps pour que ça compte. Les chercheurs de Stanford ont démontré que bloquer les protéines liées à l'âge chez des souris restaurait partiellement la mémoire spatiale. L'intervention n'a pas rajeuni les vieux rongeurs. Elle les a rendus moins âgés. Elle a ralenti la détérioration. Elle a gagné du temps. C'est ce que l'entretien accomplit pour les télescopes. Il ne les ramène pas à l'état neuf. Il freine l'usure. Il gagne du temps. Du temps pour repérer le prochain R2, le prochain intrus imprévu, le prochain objet tapi dans l'éblouissement ou à la limite de détection. Le temps est la ressource primordiale. Quand les systèmes flanchent, quand les alertes manquent, quand l'usure l'emporte, nous perdons du temps. Et perdre du temps, c'est rater l'occasion de détecter l'approche avant qu'elle ne soit là. Ensuite, on conclut. On abordera ce qui suit, ce qu'il faut surveiller, ce qu'il faut exiger, et comment tout cela se relie à Apophis, l'astéroïde annoncé pour 2029. Partie 15, bilan global, perspective à venir et feuille de route des missions. Si R2 est un signal d'alarme, voici la suite du parcours. La comète effectuera son passage le plus rapproché le 20 octobre 2025, à 0,26 unités astronomiques. Cela fait 8 jours. D'ici là, voilà ce qui doit se produire. D'abord, des mises à jour d'éphémérides. Suivre la voie. Affiner l'orbite. Guetter les perturbations. Les dégazages génèrent des forces non gravitationnelles. Si la comète fait une nouvelle éruption, si elle libère des gaz de manière inégale, la trajectoire déviera. Pas énormément, mais peut-être assez. Continuer les mesures. Continuer les affinages. Ne pas tenir la solution actuelle pour définitive. Deuxièmement, spectroscopie et radar. Il faut identifier la composition de R2. La spectroscopie révèle celle de la chevelure, les gaz émis, les molécules détectées. Le radar, si la comète s'approche suffisamment et si on oriente les bons antennes vers elle, peut cartographier le noyau, en mesurer la taille, capter la rotation, voire discerner des formes. Ce n'est pas qu'une curiosité scientifique. La composition influence le comportement de la comète. Les noyaux riches en composés volatiles éruptent plus violemment. La structure, cela accroît le risque de fragmentation. Si le noyau est un tas de débris, des morceaux faiblement liés par une gravité modeste, il pourrait se disloquer. S'il s'agit d'un bloc monolithique solide, il résistera. Il nous faut déterminer de quel type il relève. Troisièmement, des images à haute résolution. Efforçons-nous de distinguer le noyau. Détectons les fragments éventuels. Si R2 s'est divisé,
Si des pièces s'éloignent déjà, il est urgent de les repérer maintenant, avant que le temps ne file pour calculer leur trajectoire. Les fragments s'écartent d'abord très lentement. Plus nous les identifions tôt, plus nous pourrons anticiper leur destination avec précision. Quatrièmement, la surveillance de la poussière et des débris. Repérer les traînées. Surveiller les événements d'éjection. Guetter l'activité des météoroïdes. Les caméras au sol détectent les particules qui pénètrent dans l'atmosphère. Les capteurs satellitaires mesurent le flux de micrométéoroïdes. Si R2 libère des débris, si la Terre s'approche d'un courant de fragments, nous voulons un avertissement préalable. Même quelques heures suffisent pour placer les satellites en mode protection, pour orienter les panneaux solaires sur le tranchant, pour minimiser la surface d'impact. Cinquièmement, la modélisation des risques pour les engins spatiaux. La Station spatiale internationale évolue à environ 400 km d'altitude. Les satellites occupent divers niveaux, du bas de l'orbite terrestre basse jusqu'au géosynchrone à 36 000 km. Tous représentent des cibles potentielles. Un flux dense de météoroïdes élève le danger de collision. Le risque demeure faible, mais la faiblesse est relative. Si le flux de fond atteint une particule par million de kilomètres cubes par heure et qu'un courant de débris le porte à 10 particules par million de kilomètres cubes par heure, cela multiplie le danger par 10. Des chiffres modestes, multipliés par de vastes volumes et de longues expositions, s'accumulent. Modéliser le flux, évaluer les menaces, anticiper les scénarios d'urgence. Passons maintenant aux aspects politiques et systémiques. Que devrions-nous exiger des organismes chargés de notre sécurité? Premièrement, des investissements dans la surveillance solaire. La plupart de nos télescopes sont orientés loin du Soleil. C'est logique, le Soleil est éblouissant, il aveugle les détecteurs. Pourtant, les objets surgissant de sa direction restent invisibles jusqu'à leur apparition. Il nous faut des télescopes spatiaux placés pour scruter le Soleil. Des instruments capables de repérer comètes et astéroïdes dans l'éclat solaire. SOHO et SWAN ont démontré que c'est faisable. Nous en avons besoin de plus, dédiés à la détection de comètes, couvrant un spectre plus large. Deuxièmement, des flux de données publiques en temps réel. La transparence comble le vide des théories conspirationnistes. Quand les observations sont diffusées sans délai, quand les solutions orbitales se mettent à jour instantanément, quand les incertitudes sont expliquées sans ambiguïté, la confiance grandit. Les gens n'ont pas à conjecturer si les données sont accessibles. Le Centre des planètes mineures et le JPL le font déjà partiellement, mais leurs interfaces sont complexes. Il nous faut des tableaux de bord grand public, des visualisations claires, des résumés en langage simple. Rendez les données compréhensibles, accessibles à tous. Troisièmement, une coordination internationale. Les télescopes sont dispersés à travers le globe. Fuseaux horaires variés, couvertures célestes différentes, capacités distinctes. Un réseau synchronisé en direct permet un suivi ininterrompu des objets. Quand un télescope perd la cible sous l'horizon, un autre la reprend. Les protocoles d'alerte doivent être uniformisés. Si un observatoire repère une menace potentielle, combien de temps faut-il pour informer les autres? Pour alerter les décideurs? Les minutes comptent, les heures aussi, les jours pareillement. Prenons l'exemple d'Apophis pour comparer. L'astéroïde 99 942 Apophis, d'un diamètre d'environ 340 mètres, passera plus près que les satellites géosynchrones le 13 avril 2029. Cela arrive dans moins de 4 ans. Nous connaissons Apophis depuis 2004. Nous l'avons suivi pendant 21 ans. Son orbite est précisément connue. Nous savons où il sera le 13 avril 2029, à 1 km près. Nous savons qu'il ne nous touchera pas. Il passera à environ 31 000 km. Plus près que certains satellites, mais sans danger. Nous avons le temps de nous préparer, de positionner les instruments, d'étudier son passage. Apophis est le cas prévisible, celui que nous avons vu venir, celui que nous observons au ralenti. R2 est l'inverse. Imprévisible, détecté tardivement, orbite incertaine, composition inconnue, fragmentation possible. R2 effraie les analystes des risques, non pas parce qu'il nous frappera, mais parce que nous l'avons failli rater. Et il en existe d'autres semblables. D'autres que nous n'avons pas vus. D'autres que nous ne verrons qu'au dernier moment. La différence entre Apophis et R2, c'est le temps. Apophis nous a offert des décennies. R2 nous en a donné des semaines. Le temps est la ressource clé en défense cosmique. Temps pour observer. Temps pour affiner les trajectoires. Temps pour peser les choix. Temps pour intervenir. Quand le temps s'épuise, les options s'évaporent. Il ne reste qu'à regarder, espérer, prier que les calculs tiennent, que les incertitudes ne basculent pas mal, que les fragments ne dévient pas vers des orbites croisant la Terre.
Les gros objets prévisibles attirent l'attention. Apophis sera analysé en profondeur. Tous les télescopes le viseront. Tous les radars le sonderont. Nous en apprendrons plus sur les astéroïdes lors d'un seul survol qu'en décennies d'observations lointaines. C'est positif. Mais le vrai péril émane des objets surprises. Petits, rapides, inattendus, les inconnus radicaux, ceux qui se tapissent dans l'éblouissement, qui surgissent de directions invisibles. Les angles inattendus, ceux qui s'illuminent d'un coup quand on détourne les yeux. Ce sont eux qui nous surprennent par surprise. L'univers ne cherche pas à nous anéantir, mais il ne s'efforce pas non plus de nous protéger. Il reste neutre. Les objets filent dans l'espace, guidés par la gravité et l'élan. Certains croisent notre route. La plupart l'évitent, d'autres y rentrent. Cette répartition est probabiliste, aléatoire sur de courtes périodes, prévisible sur le long terme. Nous vivons justement dans une ère courte où les collisions sont assez rares pour permettre l'émergence des civilisations, mais assez fréquentes pour qu'il faille rester vigilant. L'astéroïde qui a mis fin aux dinosaures a frappé il y a 66 millions d'années. Large de 10 km, se déplaçant à 20 km par seconde, libérant une énergie équivalente à des milliards d'armes nucléaires. Il a creusé un cratère de 200 km de diamètre. Il a projeté des débris dans la stratosphère. Il a obscurci les cieux. Il a clos une époque. Cela pourrait se reproduire. Pas aujourd'hui, pas demain, sans doute pas de notre vivant. Mais un jour, la question sera de savoir si nous l'aurons anticipé. Si nous disposerons du temps pour agir, si nous aurons mis en place les dispositifs, avancé les techniques, formé les experts, synchronisé les organisations pour orchestrer une riposte, ou si nous ressemblerons aux dinosaures, ignorant jusqu'à ce que le ciel s'embrase. R2 ne sera pas cet événement. Il est trop modeste, trop éloigné, trop bien suivi. Mais il représente un examen. Un examen de nos outils de détection, de nos réseaux de communication, de notre capacité à affronter l'incertitude avec raison plutôt qu'avec affolement. Pour l'instant, nous réussissons. La comète est surveillée. Sa trajectoire est affinée. Le danger est divulgué. Personne ne s'affole. Il ne faut pas. Pourtant, nous devons nous concentrer non sur le show, pas sur les gros titres, pas sur les théories du complot, les pessimistes ou les vendeurs de sensationnels. Focalisons-nous sur les failles, les zones d'ombre, les ratés de repérage, les blocages administratifs, ces éléments qui nous échappent parce que nous regardons du mauvais côté au mauvais moment avec les mauvais instruments. Voilà les enseignements. Voilà ce qui compte. Scrutez le ciel. Exigez des systèmes d'observation plus performants. Interrogez les discours. Restez curieux. Restez méfiants. L'univers regorge de merveilles et de menaces. La plupart du temps, les merveilles sont inoffensives à admirer. Mais les dangers ne se signalent pas. Ils n'attendent pas d'autorisation. Ils surgissent simplement. Et quand ils arrivent, la seule barrière entre nous et la disparition réside dans l'efficacité de nos capteurs et la rapidité de notre réaction. 8 jours avant le passage le plus proche. R2 approche. Nous observons. Les chiffres indiquent que nous sommes en sécurité, mais les chiffres ne sont pas des absolus. Leur probabilité, emballée dans des formules et des estimations, nous trompe parfois. C'est pour cela que nous veillons. C'est pour cela que nous modélisons. C'est pour cela que nous érigeons des télescopes, que nous formons des astronomes, que nous finançons des programmes de recensement et que nous collaborons à l'échelle mondiale. Parce que l'alternative, c'est l'ignorance. Et l'ignorance est bien plus périlleuse que les corps célestes eux-mêmes. Le cosmos n'est pas vide. Il est rempli de débris, d'éclats, de voyageurs, d'errants. La plupart traversent sans mal. Certains non. R2 nous rappelle que notre voisinage n'est pas paisible, que le trafic est concret, que le risque est minime mais jamais nul, et que la vigilance n'est pas de la paranoïa, c'est de la survie. Continuez à observer.